Il se réveille dans une pièce inconnue et n'en croit pas ses yeux. Quand il se regarde dans le miroir, il voit un prince tout droit sorti d'un roman qu'il a lu autrefois. D'abord, il est choqué et se gifle pour s'assurer que ce n'est pas un rêve. Et quand il ressent une vraie douleur, il n'a pas du tout peur. Au lieu de cela, il ne peut contenir son bonheur. Puis un message système apparaît. Il reçoit le soi-disant système HP qui lui permet de gagner des points de vie à partir de ses organes internes grâce à un traitement. En investissant les points de vie qu'il acquiert, il peut débloquer diverses compétences ou invoquer des créatures. Il n'y a qu'un seul problème. Son HP actuel est bloqué au niveau 0. Pourtant, il ne comprend pas ce que cela signifie pour lui maintenant. Dans le monde réel, il avait ouvert sa propre clinique, mais les choses ne se sont pas bien passées. Pendant la Covid-19, beaucoup de ses patients ont été infectés et ont blâmé sa clinique pour cela. Avant qu'il ne s'en rende compte, il était en faillite et croulait sous les dettes. Une nuit, après avoir trop bu, il a sauté d'un pont. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans un nouveau monde, dans un nouveau corps. Maintenant, il est enfin libéré de toutes ses dettes. Mais au moment où il saute du lit avec excitation, il s'effondre aussitôt. Quelque chose ne va vraiment pas avec ce corps. Son médecin personnel, Garden, se précipite et lui dit de se détendre et de ne pas faire de mouvements brusques. En regardant sa main, il réalise que ce corps est beaucoup plus faible que celui d'un homme normal de 40 ans, même s'il est un jeune homme. Il réalise avec effroi que le personnage qu'il a reçu est toujours alité et n'apparaît que brièvement dans le roman. Non seulement cela, il meurt à l'âge de 22 ans. Avec la peur au cœur, il demande à Garden quel âge il a, et Garden répond qu'il a 21 ans. Il se mord la lèvre en entendant cela. Avant de savoir que le personnage qu'il avait reçu avait ce problème de santé, il était soulagé d'avoir laissé derrière lui sa vie endettée pour profiter de sa vie en tant que prince héritier. Mais maintenant, avec l'effroi, il réalise qu'il n'a plus qu'une année à vivre. Il pense au roman où le prince héritier était mort malgré les meilleurs traitements du monde et la bénédiction du clerc. Pourtant, rien n'a fonctionné en sa faveur, et il a quand même rencontré sa fin. En se regardant dans le miroir, il conclut que tout cela pointe vers une seule solution. Avec cette idée en tête, il se tourne vers Garden et lui demande d'apporter autant d'aiguilles que possible, peu importe la taille. Il a décidé de se soigner lui-même. Il vérifie son pouls, cherchant à comprendre la nature de sa maladie. Il essaie de se concentrer sur ces 10 pulsations étranges où la maladie pourrait résider. Si l'une d'elles montre des symptômes, il y a une chance qu'il s'agisse d'une blessure interne. À ce moment-là, Garden l'interrompt en apportant les aiguilles qu'il avait commandées et les posant devant lui. Après les avoir inspectées, il en prend une. Le voyant réchauffer l'aiguille, Garden exprime sa curiosité quant à l'utilité de l'aiguille. Il répond avec arrogance qu'il va se piquer le corps avec, laissant le pauvre Garden horrifié, pensant que son maître est sur le point de se faire du mal. Il le supplie de ne pas le faire. Notre garçon essaie de calmer Garden en disant qu'il fait cela pour une bonne raison et lui demande d'avoir confiance en cette affaire, ce à quoi Garden accepte à contre-cœur. Sur ce, il enlève sa chemise et s'allonge sur son lit. Il sait qu'il doit percer la première aiguille dans son organe respiratoire le plus important. Pour ce faire, il doit calmer sa respiration. Près de son épaule se trouve le point appelé Taiyun, qui est le méridien du poumon de la main. Il pique soigneusement cet endroit en ressentant une légère douleur à cause de l'épaisseur de l'aiguille. Maintenant, il se concentre sur les points d'acupuncture, en commençant par le poumon, puis en passant à la porte des nuages, et enfin à l'assemblage du haut du bras. Après avoir terminé la première série, il ouvre les yeux. Il semble qu'il ait acquis la compétence pour pratiquer l'acupuncture avec précision. En appliquant cette technique à son corps, il parvient à récupérer un peu son poumon. Avec cela, une scène ridicule apparaît alors que des poumons dansant joyeusement lui font un double pouce en l'air, ce qui lui donne un gain de 100 points de vie, équivalent à 100 de puissance. Notre gars est assez perplexe en voyant l'écran devant lui alors qu'il lit toutes ces nouvelles informations. Notre garçon est assez curieux de voir la fenêtre de statue devant lui. Voyant son état, le pauvre Garden pense qu'il est devenu fou. Alors il recommence à pleurer. Notre prince lui ordonne de ne pas surréagir. Ignorant son médecin émotif, il décide de cibler un autre point d'acupuncture près de l'omoplate. Ce point d'acupuncture s'appelle le point Yunmen, qu'il exécute parfaitement, ce qui soulage les sensations dans sa poitrine. Il cible ensuite plusieurs points d'acupuncture dans ses bras, qui font plus mal qu'avant, mais il endure la douleur. Le voyant ainsi, Garden commence à prier Dieu pour la santé de son corps et de son esprit. Pendant ce temps, notre gars passe à l'étape suivante et pique également le point d'acupuncture Yunji. Avec cela, il stimule divers points d'acupression, et ses poumons ont l'impression d'être massés dans un fauteuil de massage. Il est irrité par les notions ridicules que son écran affiche, car il souhaite qu'il lui donne des points de vie à la place. Ensuite, il se concentre sur le point d'acupression Chizi, qui est situé sur sa paume. Avec ce dernier clou dans le cercueil, il effectue avec succès le traitement des points d'acupuncture pour le méridien du poumon gauche. En conséquence, cela lui donne 100 points de vie, et chacun des poumons lui donne 200 points de vie. Cela signifie qu'il a maintenant 600 points de vie. Avec cette augmentation de ses points de vie, il est maintenant capable d'activer sa compétence. Son écran lui demande s'il souhaite acheter des compétences. Pour le lire, il se souvient de tous ces romans fantastiques dans lesquels une compétence liée à être un guerrier ou un mage est donnée au protagoniste. Alors il décide de vérifier. Contrairement à ses attentes, les compétences qui lui sont présentées concernent toute la médecine et le traitement. Il pense à toutes les tâches qu'il a accomplies dans sa vie passée. Pour voir la liste, il décide de choisir la lecture du pouls, qui l'aide à diagnostiquer la maladie, ce qui est la base de tout traitement et prescription si c'est bien fait. Pour 500 points de vie, il achète cette compétence avec le premier niveau. En acquérant cette compétence, il est capable de diagnostiquer approximativement l'état de santé de ses patients.
Il reçoit plus tard le rapport lors du bilan de santé générale de base. Pour voir cela, il décide de reprendre son pouls. Il vérifie son rapport, puis le système l'informe que son corps est dans le pire état et qu'il a un minimum de 3 mois à vivre. Il pense que c'est même plus court que ce contrat de mobile. Alors il se concentre à nouveau sur son traitement par les points d'acupression. Il se demande si insérer une aiguille dans le sens des aiguilles d'une montre tout en la tournant en utilisant la méthode de renforcement et de réduction fonctionnera. Il peut expirer pendant ce processus tout en retirant les aiguilles avec une supplémentation respiratoire et une méthode de drainage. Alors il le fait et est étonné de voir que sa vie s'est prolongée d'un jour grâce à cela. Il est tellement excité qu'il commence à le faire sur l'autre main aussi, ce qui entraîne des saignements. Contrairement à la dernière fois, son système avertit qu'il a exagéré l'acupuncture et recommande de le faire une fois tous les 3 jours. Maintenant, ses organes sont montrés étalés sur le sol. Il conclut que le patient doit être stable pour supporter le traitement d'acupuncture continu, mais que son corps est trop faible pour tolérer un tel traitement. Il analyse ensuite sa situation et conclut que même si le traitement d'acupuncture fonctionne, avec l'état affaibli de son corps, il ne peut prolonger sa vie que d'1 mois avant de mourir finalement. Après avoir réfléchi un moment, il décide qu'il a besoin de médicaments pour traiter son corps. À cette fin, il se tourne vers Garden, qui est médecin dans ce monde. Il demande un ingrédient plus puissant, ce qui rend Garden un peu hésitant. Il demande s'ils ont de la racine d'aconite, mais Garden explique que puisqu'ils sont dans son palais, ils doivent acquérir ces articles du palais principal. Il dit qu'il le fera, mais il veut savoir ce qu'il compte en faire. Notre gars répond avec sérieux qu'il va le manger. En entendant cela, le pauvre docteur le supplie de ne pas le faire. Il explique au docteur qu'il le fait juste pour son propre traitement. Cependant, Garden reste réticent. Pour le rassurer, notre garçon commence à expliquer la situation. Il demande si Garden sait déjà que la racine d'aconite est une substance toxique, ce que Garden confirme, car elle est utilisée dans le poison. Il ajoute qu'il a besoin de la racine fille de l'aconite, qui est beaucoup plus petite que la normale. À cela, Garden rétorque que cela peut provoquer un arrêt cardiaque. En réponse à cette déclaration, notre garçon admet que c'est vrai, mais insiste sur le fait qu'il connaît la méthode qu'il va utiliser pour transformer ce tonique en médicament. Cela semble bizarre à Garden. Notre garçon continue, disant que ce processus s'appelle la détoxification, ce qui l'aidera à transformer ce poison en médicament. Il demande si Garden comprend maintenant. Garden répond honnêtement qu'il ne comprend rien, mais il décide d'essayer car cela pourrait améliorer sa santé. Pendant qu'il va à la pharmacie pour obtenir la racine, il pense à comment rien n'arrête la détérioration de la santé de son maître. Maintenant, il est prêt à placer son espoir dans ce nouveau traitement. Cependant, il décide de le manger d'abord, pour s'assurer qu'il est sûr pour son maître. Après avoir obtenu la racine, notre garçon parvient à en faire un tonique. Mais Garden semble assez incertain en voyant ce liquide étrange et commente qu'il est fait d'une substance toxique. Puis il commence à le supplier de ne pas le prendre. Voyant le comportement pitoyable de Garden, notre garçon décide de lui faire un peu peur. Alors il propose à Garden de l'essayer en premier. Cette déclaration illumine le visage de Garden car il veut aussi l'essayer lui-même. Alors il accepte joyeusement de le tester. Voyant son empressement à risquer sa vie pour lui, notre garçon est frappé par la réalisation que dans le roman, Garden est quelqu'un de trop loyal au prince héritier. Au début, il n'était même pas son médecin et a commencé comme assistant. Bien que le passage du temps voit chaque médecin qui prétend le guérir partir, il reste inébranlable. Cependant, il paie le prix élevé de sa dévotion car dans le roman, il est exécuté après la mort du prince héritier, accusé d'avoir causé sa mort. En le regardant, notre garçon pense qu'il est quelqu'un qui mérite une bonne vie, mais c'est une autre chose de partager son tonique avec lui, ce qu'il n'est pas convaincu de faire. Après un moment, il finit par compléter le tonique appelé décoction d'ephedra aconite asaram. Garden est prêt à le boire, mais notre garçon l'arrête, disant qu'il doit être consommé froid. À ce moment, Garden exprime soudainement son inquiétude sur la façon dont notre garçon, le prince héritier, connaît la recette du médicament. Notre garçon trouve une excuse, affirmant qu'il a fait un rêve dans lequel un mage lui a parlé de cette recette. Malgré ses paroles affirmant qu'il croit en notre prince, l'expression de Garden dit le contraire. Il regarde l'heure et avale précipitamment tout le médicament, laissant le pauvre docteur complètement pétrifié. Il regarde son médecin avec des yeux innocents en affirmant qu'il a tout mangé. Soudain, son cœur commence à battre vite et il réalise que quelque chose est sur le point de se produire. À ce moment-là, son système l'informe que la consommation de la décoction d'ephedra aconite asaram parfaitement préparée entraîne une réduction des douleurs et de la froideur dans son corps, ainsi qu'un coup de pouce à son métabolisme. Non seulement cela, mais il a également éveillé l'énergie du noyau Asrahan. Ce terme attire son attention. L'énergie centrale Asrahan est une technique développée par le grand maître, connu sous le nom de Javier Asrahan et son noble subordonné, Lloyd. Cette technique est un symbole de la famille impériale, qui est transmise uniquement aux descendants directs de la lignée impériale. Comme il réside dans le corps du prince héritier, il a dû apprendre cette technique dès son plus jeune âge. Maintenant, il a débloqué le premier niveau de cette technique, ce qui permet à son cercle de mana de circuler autour de son cœur, l'aidant à augmenter et absorber le mana. Maintenant, son mana est à 120%, tandis qu'il a besoin de 1000 points de vie pour atteindre le niveau suivant.
Par conséquent, il ressent le cercle de mana autour de son cœur, ainsi que le mana circulant dans son corps à chaque respiration. Il est très excité de vivre cette sensation incroyable. Soudain, il ressent une douleur aiguë dans son cœur et a l'impression qu'il va exploser de sa poitrine. En le voyant se tenir le cœur, Garden devient très inquiet. D'autre part, il reçoit un avertissement qu'il y a une chance que son cœur s'arrête à tout moment parce que la pression du cercle de mana l'affecte. Lorsqu'il réalise que son cercle de mana et la croissance de son cœur sont déséquilibrés, il suppose que la taille du cercle de mana pourrait être à l'origine du problème, car il entoure son cœur. Il se souvient de l'état de Raquiel, dont la maladie l'a empêché de former son cercle de mana dès son jeune âge. Par conséquent, le cercle de mana autour de son cœur le comprime, ce qui pourrait entraîner des conséquences drastiques. Alors, il décide de prendre une autre mesure, car il doit augmenter la taille de son cercle de mana. Avec cette idée en tête, il se rend dans le royaume de son cœur et se tient devant le cœur et le cercle de mana qui l'étrangle. Il se précipite vers son cœur et prend les rênes du cercle dans ses mains, tout en décidant d'augmenter la vitesse de sa rotation. La douleur et la pression de faire cela sont trop fortes pour lui, mais il se souvient des échecs de sa vie passée. Sa clinique a été fermée. Il a non seulement perdu ses patients, mais a aussi commencé à perdre ses cheveux à cause du stress d'être endetté. Chaque type de prêt s'accumule au point qu'il est sur le point de vendre sa belle maison. Avec cette pensée en tête, il le fait finalement. Avec cela, il ouvre les yeux et regarde son médecin qui est assez préoccupé par lui. Son système l'informe qu'il a réussi à éveiller son cœur grâce à la stimulation positive. Ensuite, en tant que roi des organes, le cœur de notre gars fait une entrée très flashy et est accueilli par le gros intestin, tandis que les poumons le qualifient de minable. Les voix rend notre garçon agacé, mais son irritation disparaît lorsque son système l'informe qu'il est la seule personne de l'histoire à obtenir quelque chose appelé l'emplacement du cercle de mana. Il ne comprend pas la fonctionnalité, mais suppose que cela doit être quelque chose comme l'emplacement vide dans un jeu. Pendant ce temps, Garden est toujours inquiet pour lui et demande comment il va. Comme il avait l'air de souffrir énormément, il pose la question de savoir si c'est un effet secondaire du médicament. Notre garçon trouve une excuse en disant qu'il s'est juste étouffé avec du mucus, mais Garden n'y croit pas. Il insiste sur le fait que notre garçon souffrait beaucoup tout en se plaignant qu'il est censé être le premier à le boire. À cela, notre garçon rétorque qu'on lui donnera du poison la prochaine fois si Garden est si pressé d'en avoir. Cela provoque une protestation de son médecin qui ne le pensait pas ainsi. Il lui ordonne nonchalamment de nettoyer le désordre par terre si son médecin ne le veut pas. Mais avant de continuer, il se tourne vers son médecin et le remercie, ce qui laisse le médecin totalement choqué. Il pense que notre héros pourrait devenir fou en consommant ce poison. Pendant ce temps, en chemin, notre gars est plus qu'excité d'avoir quelque chose d'aussi incroyable que des emplacements de mana. Ces emplacements sont essentiellement un endroit où il peut stocker n'importe quel matériau mélangé avec du mana, jusqu'à 10 litres. Il doit consommer ce matériau pour le stocker. Après avoir médité, il envisage d'expérimenter cette technique, mais ne sait pas quoi stocker en premier. Puis il voit la cruche d'eau et décide d'expérimenter avec. En regardant l'eau, il se souvient d'un terme appelé dose létale médiane, utilisé pour déterminer la toxicité d'une substance. Consommer 50% de la dose létale médiane pourrait soit tuer une personne, soit causer une douleur immense. Il analyse cela et conclut qu'il y a une chance de 5,4 litres de dose létale médiane dans les 60 kg d'eau. Selon sa taille et son poids, cela devrait être environ 3,9 litres. Alors, il prend la cruche pour boire l'eau, mais elle est trop lourde pour qu'il la soulève à cause de son corps faible. Quoi qu'il en soit, il la boit en pensant qu'il a un but en la stockant dans des emplacements de mana. Il est surpris de ne pas se sentir rassasié après avoir bu 1,01 litre d'eau, alors il décide de remplir son emplacement de 10 litres pour expérimenter davantage. Après avoir rempli son emplacement avec 10 litres d'eau, il décharge 0,1 litre et se sent assez rassasié ensuite. Il conclut que cela fait de lui une version humaine de ce chameau qui peut stocker de l'eau en lui-même. Maintenant qu'il a expérimenté avec l'eau, il veut essayer cet emplacement avec de la soupe tonique. Cependant, il a 9,9 litres d'eau et son corps ne le supportera évidemment pas s'il libère toute cette eau d'un coup. Puis il a une idée et décide de décharger l'eau avec la technique du noyau Asrahan, qui l'aide à absorber, amplifier et décharger le mana. En utilisant l'amplification et la décharge de cette technique, il vise à libérer l'eau à l'extérieur de son corps plutôt qu'à l'intérieur. Il se concentre uniquement sur la décharge de l'eau de son corps et, à sa grande surprise, cela commence à fonctionner. La prochaine étape consiste à verser l'eau dans la cruche, mais quand il essaie, il ne peut pas maintenir la technique et la cruche se casse. Dès que les gardes entendent le bruit de quelque chose qui se casse, ils font irruption dans sa chambre. Pendant ce temps, il contemple son expérience avec la technique du noyau Asrahan, car il avait supposé que cela se libérerait comme de l'eau du robinet, mais cela s'est soudainement transformé en canon à eau. Garden, avec les autres gardes, arrive et demande s'il y a eu une attaque terroriste. Il pense nerveusement à une excuse, puis il prétend avoir brisé la cruche de colère. Il semble que les gardes croient à son excuse, et un garde demande même s'il est blessé. Il répond nerveusement qu'il a juste une égratignure au pied. Le garde se tourne vers Garden et lui demande de l'escorter jusqu'à la chambre 2, et il accepte de le faire après avoir soigné sa blessure. Pendant qu'il est porté sur le dos de Garden, il pense que peu importe à quel point son excuse était mauvaise, ils l'ont quand même accepté. Il conclut que cela doit être parce qu'il est le prince héritier.
Garden le place sur le lit et s'excuse. Il dit à Garden de se reposer aussi en retour. Quand Garden est parti, il commence à réfléchir à ce qui s'est passé lorsqu'il pratiquait la technique Asraan. Il amplifiait le mana et le déchargeait par sa main. Mais cela a provoqué une explosion comme un canon à eau. Pour l'instant, il décide de dormir et de faire attention la prochaine fois parce qu'il ne veut pas que quelqu'un se méfie de lui. Pendant ce temps, l'empereur apprend qu'il se blesse avec des aiguilles et boit avidement du poison, ce qui le met en colère car il ne comprend pas ce que son fils manigance. Le lendemain matin, il prépare avec succès 10 litres de son médicament prêt à être consommé en entier. Mais Garden se tient à côté de lui et il ne veut pas le prendre devant lui, sachant qu'il s'évanouira probablement à la vue. Alors il demande à Garden d'attendre dehors un moment. Garden rétorque qu'il va juste le boire, en soulignant combien cela a fait mal la dernière fois qu'il l'a consommé. Il rappelle même à Garden l'excuse qu'il a faite en prétendant qu'il s'était étouffé avec des glaires. Garden exprime son inquiétude quant au fait qu'il a préparé autant de tonic cette fois-ci. Notre garçon trouve une excuse en disant qu'il expérimente quelque chose, bien qu'il ait seulement l'intention de prendre une petite dose puisqu'il lui est impossible de tout boire. À cela, Garden essaie de rire en disant qu'en effet, il ne peut pas le faire. Mais notre héros est assez impatient face à son inquiétude inutile et le met dehors de la cuisine. Ensuite, il ferme la porte et avale les 10 litres de tonic d'un seul coup, les stockant dans ses emplacements de mana. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à le décharger. Il commence lentement à décharger le tonic tout en vaquant à ses occupations quotidiennes. Ses organes semblent s'améliorer alors qu'il décharge le médicament dans son corps, ce qui lui donne quelques points de vie. Maintenant, il a 500 points de vie. Il est assez tendu, mais impatient d'augmenter son espérance de vie. À cette fin, il libère fréquemment le médicament en lui. Pendant ce temps, dans la dimension des organes, le cœur demande au gros intestin le menu du jour. Il répond qu'ils ont de l'ephedra aconite Asaram. Non seulement cela, mais ils ont le même menu pour toute la journée et même pour le lendemain aussi. À ce moment-là, son système l'avertit que ses organes en ont assez de consommer de l'ephedra aconite Asaram encore et encore. Il répond avec agacement qu'ils auront ce qu'il leur donne. Pendant qu'il prend son repas, son système l'informe qu'il a prolongé sa durée de vie de 50 jours. Donc maintenant, il lui reste 133 jours à vivre. Il se lève avec excitation, effrayant la servante. Elle commence à s'excuser furieusement. Il est confus, se demandant pourquoi elle demande pardon comme ça, alors qu'elle n'a cassé qu'une tasse. Il obtient sa réponse quand elle le supplie de ne pas la fouetter comme la dernière fois. À cela, il devient tendu en réalisant que ce prince héritier a fouetté la fille. Il demande s'il l'a vraiment fait, espérant qu'elle dira non. Elle répond négativement, ce qui le soulage, mais elle ajoute qu'il ne l'a pas fait lui-même. Il demande ce qu'elle a fait pour mériter une telle punition. Elle répond qu'elle a osé renverser une goutte d'eau sur sa manche. Cela lui fait penser que ce prince héritier doit être une personne vraiment cruelle. Il n'aime pas la situation alors qu'il s'assoit sur son lit tout en lui disant de partir après avoir tout nettoyé, ce qui illumine son visage. Lorsqu'elle part, il se tourne vers Garden et demande comment il se comporte envers lui et les autres serviteurs car il ne se souvient pas beaucoup de lui-même. Garden essaie d'adoucir les choses, mais il le prévient que s'il le fait, il mangera tout le poison juste devant lui. À cela, Garden lui parle de son comportement cruel et impoli envers les serviteurs. Il est assez frustré après avoir écouté tout cela. Il comprend même pourquoi les gardes avaient cru à son excuse ridicule concernant la casse de cette bouteille. À ce moment-là, une autre question se pose. Pourquoi quelqu'un comme Garden lui est-il si loyal? Il demande à Garden à ce sujet, car il ne semble pas avoir peur de lui. À cela, il répond doucement que c'est parce qu'il sait vraiment quel genre de personne il pourrait être et qu'il lui fait confiance à cet égard. Dans un flashback, on montre que lorsque Raquiel était enfant, il l'a vu protéger un petit poussin de la pluie alors qu'il était lui-même trempé. En se souvenant de cela, il ajoute qu'il fait confiance à Raquiel pour retrouver sa gentillesse à mesure que sa santé s'améliore. En pensant à Raquiel le remerciant, Garden a l'impression que c'est déjà en train de se produire. Il offre à Garden une pâtisserie qu'il accepte avec une certaine réticence. En ce moment, il jure de ne jamais laisser Garden être accusé de sa mort. Pour cela, il devra survivre. Juste à ce moment, quelqu'un se précipite et ouvre la porte avec fracas. L'appelant, ce serviteur lui dit précipitamment que l'empereur l'a convoqué. La scène se déplace au palais royal principal, où Raquiel est montrée s'approchant de la cour de son père. Dès qu'il salue son père, l'empereur remarque immédiatement sa technique Asraan éveillée. Il ressent aussi la nervosité de notre gars. Pendant ce temps, notre garçon est assez fatigué de s'incliner devant lui et attend qu'il en ait fini pour pouvoir se lever. L'empereur demande comment se passe sa vie dans son palais annexe et si cela lui convient, ce à quoi il répond par l'affirmative. Pendant ce temps, il est assez irrité par le fait qu'il doit rester incliné en lui parlant. L'empereur lui demande alors ce qu'il a entendu à son sujet alors qu'il se perce avec l'aiguille et consomme du poison chez lui. Il essaie de le nier. L'empereur commence à babiller sur le fait qu'il perd sa dignité en tant que prince héritier et que s'il pense ne pas pouvoir supporter le fardeau d'être le successeur, il peut le passer à son deuxième frère. Notre gars, qui ne s'y attend pas, refuse poliment la proposition. L'empereur est assez en colère face à son refus. Cependant, notre homme, d'un autre côté, s'arrête un instant en réalisant que l'empereur a tout à fait le droit de le dépouiller de son statut de successeur, mais il choisit de ne pas le faire. Maintenant, il comprend pourquoi l'empereur lui demande à la place, car il veut montrer au monde que son fils a fait cela pour reconnaître son frère cadet.
Par conséquent, il comprend cette manœuvre politique sournoise, mais il ne prévoit pas de se laisser faire sans se battre, peu importe sa faiblesse. L'empereur, quant à lui, est tellement furieux qu'il se lève de son trône et l'accuse de faire honte à leur famille impériale parce qu'il veut garder le titre de prince héritier. Notre gars se ricane à cela parce qu'il ne se soucie pas du titre. En réalité, il a lu le roman et selon celui-ci, le deuxième prince n'est pas assez capable pour gérer l'ère de Zhou qui arrive bientôt. Par conséquent, il causera la chute de la famille impériale et de l'Empire. Alors il se tourne vers l'empereur et exprime ses pensées qu'il ne se soucie pas de son titre, mais de la prospérité de sa famille. Alors il propose de lui donner une chance de prouver qu'il est meilleur que le deuxième prince. Puis la scène se déplace vers le palais annexe où Garden est impatient de connaître la raison de la convocation de l'empereur. Il lui explique tout en lâchant la bombe qu'il va avoir un duel à l'épée avec le deuxième prince, ce qui pousse le médecin étreint à préparer ses affaires pour partir après que son maître l'ait vaincu. Pendant ce temps, l'empereur réfléchit aux paroles de Raquiel et à sa curiosité pour ce nouveau côté de son fils. C'est pourquoi il accepte sa proposition. Le lendemain, tout l'Empire se rassemble pour assister au duel à l'épée entre les frères. Les filles versent le deuxième prince, Théodore. Sur la scène, notre gars est en train de s'exercer pour le duel quand Théodore l'approche. Il lui dit qu'il n'a pas besoin de le faire. Il dit avec inquiétude qu'il ne veut pas qu'il risque sa santé parce qu'il veut donner la légitimité du trône à son frère, car tout le monde connaît le résultat du duel. Il ajoute qu'il ne veut pas que son frère se sacrifie pour cet objectif. À cela, notre gars est prêt à commencer un combat et l'informe avec arrogance que le père et le fils comprennent mal ses intentions parce qu'il n'a aucune intention de perdre. Avant de commencer le duel, il y a des murmures parmi les gens sur combien il est étrange que le prince héritier défie le deuxième prince parce que le deuxième prince a l'avantage grâce au noyau d'Asraan en un seul cercle. Ils ne pensent pas qu'il ait la moindre chance contre le deuxième prince. Dans un flashback, on voit notre gars, qui fait de l'exercice, avec Garden à ses côtés, pensant que ce duel n'est qu'une plaisanterie. Notre garçon répond que personne ne s'attend à ce qu'il gagne, donc c'est bien pour lui car cela met moins de pression sur lui. Cependant, Garden dit avec incertitude qu'il peut gagner. Notre gars remarque son expression et sait qu'il ment. Puis il lui dit qu'il a juste besoin de bloquer 3 attaques de son frère pour gagner le match. À l'heure actuelle, Garden prie pour la sécurité de son maître. Le match commence et l'empereur décrit les règles. Si notre gars parvient à vaincre ou à résister aux attaques de son frère pendant 5 minutes, il sera le gagnant. Sinon, le deuxième prince remportera le match. Maintenant, les deux frères se tiennent l'un en face de l'autre, mais Théodore a l'intention de terminer ce match le plus rapidement possible. Dès que le match commence, tout le monde est stupéfait de voir le prince héritier jeter son épée. Il se demande s'il abandonne déjà. En le voyant faire cela, Théodore se sent d'abord soulagé de ne pas avoir à se battre contre son frère malade. Mais il se souvient ensuite que cela apportera la disgrâce à lui et à sa famille. Alors il se demande s'il devrait encourager son frère à se battre un peu. Mais quand notre gars place le bouclier devant lui, il comprend que le but du prince héritier est de résister à ses attaques plus faibles pendant 5 minutes au lieu de l'attaquer. Il sourit en pensant qu'il va terminer ce combat rapidement. Avec cette pensée en tête, il rassemble le mana dans son corps et se précipite vers son frère. L'empereur analyse l'attaque de son deuxième fils et conclut que son premier fils ne pourra pas la supporter. Le deuxième prince essaie même d'attaquer par le haut pour que son frère ne tombe pas au sol de manière honteuse. Mais à la surprise générale, notre gars esquive l'attaque. Quelqu'un commente que le deuxième prince est assez gentil pour frapper faiblement afin que son frère puisse facilement l'esquiver. Le deuxième prince l'attaque à nouveau avec toute sa force, ce qui le projette au loin, mais il parvient encore à se tenir debout. L'état de notre gars s'aggrave à mesure que son corps s'affaiblit, mais il est toujours déterminé à gagner le duel car il a pratiqué l'esquive toute sa vie en tant que policier. Il se cache maintenant un peu derrière le bouclier alors que le deuxième prince se précipite vers lui tout en absorbant le mana mieux que notre gars ne l'avait prévu. Cependant, notre gars sourit à cela, car quelque chose pourrait se passer dans sa tête. De l'autre côté, le deuxième prince est également motivé. Il prépare son attaque et après avoir sauté dans les airs, il s'écrase directement sur notre garçon. Mais mon gars absorbe facilement l'impact car il avait déjà entraîné son bas du corps pour ce moment. Non seulement il a demandé au forgeron de personnaliser son bouclier, mais il a aussi stocké la concoction dans ses emplacements de mana pour son petit frère. Son système lui demande combien il souhaite partager la décharge de cette concoction dans son corps et il répond avec 0,2 litres. Avec cela, le corps rempli de mana de son frère est rempli de la concoction et le visage du deuxième prince devient rouge à cause de la consommation excessive, ce qui le fait octer. Théodore est tellement confus sur ce qui arrive à son corps. Pendant ce temps, Raquiel repense à ce qu'il a lu dans le roman, que Théodore est quelqu'un qui ne supporte aucun type d'alcool. Alors il a ajouté plusieurs types d'alcool à son emplacement et l'a libéré dans le corps de son frère. Théodore essaie de se relever pour gagner contre son frère, mais il ne comprend pas ce qui est entré en lui. Il veut gérer la situation et viser la reconnaissance de son père, les acclamations des citoyens et le titre de prince héritier. Selon lui, c'est la meilleure solution pour tout le monde s'il devient le prince héritier. Dans ce but, il doit gagner. Avec cette pensée en tête, il se précipite vers son frère qui est stupéfait de voir qu'il a résisté à la bombe de cocktail. Puis il décharge une autre bombe de cocktail de 0,1 litre dans son frère.
La scène change alors que le deuxième prince se retrouve dans le royaume des organes de son frère où il est servi par Art, qui lui dit que la boisson lui a été donnée par cette personne. Il se tourne pour voir que la personne est son propre frère qui lève son verre vers lui. En voyant cela, Théodore est complètement déconcerté car il suppose qu'il doit halluciner. Voyant son frère aussi ivre et stupéfait, le prince héritier décide de l'aider. Il va décharger le liquide qu'il a stocké dans ses emplacements de mana sur son frère. Avec ce mana, il l'attaque de toutes ses forces et jette son frère au sol. Tout le monde présent est complètement stupéfait par ce retournement de situation inattendu devant eux. En assistant au combat entre ses fils, l'empereur reconnaît immédiatement que Rakiel a utilisé le noyau d'Asrahan qu'il pensait avoir mal identifié auparavant. Il peut clairement sentir cette énergie du noyau d'Asrahan émaner de lui, même avec des centaines de personnes autour. D'un autre côté, lorsque Théodore ouvre les yeux, il trouve son frère à ses pieds. Son frère affirme qu'il a purifié son mana impur. Théodore reconnaît immédiatement que c'est le noyau d'Asrahan et se demande comment il est possible que son frère maladif puisse l'utiliser. Le frère supposément malade répond nonchalamment qu'il l'a simplement appris un peu tard. En regardant son épée tomber, Théodore murmure qu'il a perdu, ce qui pousse son frère à remarquer que Théodore pourrait encore ne pas y croire. Puis il remarque le sang sur le front de son frère. Notre garçon explique qu'il s'est blessé en se protégeant de l'attaque de son frère. En entendant cela, Théodore réalise son attitude tout au long du combat et à quel point il avait été trop confiant en supposant la victoire sans reconnaître les efforts de son frère. Puis notre garçon se lève et demande comment va son frère. Son frère comprend mal ces mots et exprime son sentiment de honte. Cependant, Rakiel précise qu'il demandait en fait comment il allait. À ce moment-là, Théodore s'incline devant son frère en reconnaissance de son talent en tant que prince héritier devant tout le monde. À ce moment-là, un écran apparaît devant notre héros, le faisant s'exclamer qu'il l'a enfin fait. Mal interprétant son geste comme une victoire sur son frère, Gurdon devient ému en le voyant. Le système de notre gars le félicite pour avoir soigné quelqu'un d'autre que lui-même, révélant qu'il a acquis une compétence appelée frais de traitement médical demandé. Cette compétence lui permet de gagner une petite quantité d'espérance de vie chaque fois qu'il soigne les autres. Cependant, il remarque que cette méthode n'étend sa durée de vie que d'un seul jour à la fois, ce qui assombrit légèrement son humeur car c'est un processus assez lent. Cependant, il est prêt à l'accepter, le voyant comme un moyen plus efficace d'augmenter sa longévité que de se fier uniquement aux techniques d'acupression ou aux toniques. Ses pensées sont interrompues par son père qui lui demande s'il a utilisé le noyau d'Asrahan lors du combat, ce qu'il admet avoir fait. Il demande ensuite comment il l'a acquis. Il répond honnêtement qu'il ne sait pas vraiment parce qu'il ne peut pas dire à son père qu'il l'a acquis comme compétence de récompense pour guérir son corps. Son père semble cependant le croire et ajoute qu'il l'avait gravé en premier dans son corps à sa naissance, mais en raison de sa maladie, il ne pouvait pas l'utiliser. L'empereur ajoute que notre garçon a réussi à surmonter les faiblesses de son corps et à l'utiliser quand même. Pensant que son père le félicite, il le remercie. Cependant, son père intervient en disant que tout cela a ruiné son plan initial, ce qui le fait se demander le sens des paroles de son père. L'empereur lui tourne le dos tout en assurant à son fils que malgré son oramos, il reconnaît sa position de prince héritier comme il l'a promis. Puis, il marque une pause, puis le prévient qu'il le surveillera pour voir s'il est vraiment capable de succéder au trône. Tout cela rend notre gaz en colère, mais l'empereur est également frustré par son absence de réponse et lui crie dessus pour qu'il lui montre une réaction. Au lieu de répondre directement, le prince héritier commence à conseiller à son père de continuer à pratiquer l'escrime car ses muscles deviennent raides. Il ajoute qu'il doit manger plus de légumes et arrêter sa consommation de tabac. L'empereur exige de savoir qui est son fils pour lui donner de tels conseils, mais notre garçon répond sincèrement qu'il le dit par souci pour son père. Un peu plus tard, on voit l'empereur dans sa calèche en train de ricaner en pensant au changement de comportement de son fils. Il semble également inquiet que son fils utilise la technique centrale d'Asrahan de manière imprudente, ce qui pourrait mettre sa santé en danger. Il réfléchit aux grandes attentes qu'il avait pour lui, même s'il est malade. Mais maintenant, après les événements d'aujourd'hui, il se retrouve à s'accrocher à une lueur d'espoir pour l'avenir de son fils. Pendant ce temps, sur le chemin du retour, notre gars pense à son propre père d'il y a longtemps qui est mort d'une crise cardiaque puisqu'il avait sauté ses études pour jouer quand il a reçu un appel à propos de cette mauvaise nouvelle. Il le regrette maintenant, mais c'est bien trop tard. En pensant à l'empereur qui pourrait encore avoir une chance, il décide de protéger son père tout en utilisant sa compétence qui l'aidera également à prolonger sa propre vie. À ce moment-là, Gurdon réapparaît, le visage ému, en demandant à son maître de lui demander pourquoi il pleure. Se sentant gêné, il lui demande quand même. Gurdon exprime sa fierté envers son maître pour avoir gagné le combat, peu importe sa difficulté. Il écarte les préoccupations de Gurdon en ajoutant qu'il va maintenant se reposer car il a beaucoup de choses à faire demain. Pour percevoir sa confusion, il explique qu'il doit rencontrer quelqu'un le lendemain. Plus tard, on voit Gurdon avec un gars dans l'un des 10 meilleurs restaurants de la capitale appelé Sorrentino. Le gars demande s'il connaît ce restaurant. Il répond qu'il est un client régulier là-bas. Il s'avère que le gars n'est autre que notre prince héritier, qui s'est déguisé. Quand le serveur vient prendre sa commande, il fait une demande étrange, comme demander du vin de raisin sans raisin et dire qu'il aimerait manger jusqu'au lever du soleil. Cela semble être une sorte de code, car dès qu'il passe la commande, le serveur lui demande de le suivre.
Tous deux se lèvent de leur siège tandis que Garden semble perplexe face à ce qui se passe. Notre garçon dit à Garden de suivre le serveur en disant qu'il comprendra bientôt. Après un moment, le serveur les conduit à un escalier. Garden est toujours confus quant à la façon dont le prince héritier connaît cet endroit. Il n'en a connaissance que parce qu'il en a lu dans un roman. Garden demande pourquoi ils sont là. Il répond de manière ambiguë qu'il est là pour récupérer des frais de traitement, laissant Garden perplexe face à ces mots. Changeant de sujet, il demande à Garden s'il connaît quelqu'un nommé Damian, ce à quoi Garden répond négativement. Au lieu d'expliquer davantage à son fidèle médecin, il ouvre la porte au bout des escaliers. Là, ils trouvent une arène de combat où deux combattants s'affrontent, tandis que la foule les encourage. Garden demande à nouveau à propos de cet endroit. Il répond joyeusement que c'est un lieu secret. Puis, en regardant autour, il repère un gars à l'air dur dans le ring. Garden demande si c'est la personne nommée Damian qu'il a mentionné auparavant, ce à quoi il répond négativement. Juste à ce moment-là, la porte de l'autre côté s'ouvre, révélant le véritable protagoniste du roman qu'il lisait dans son monde. Cette personne est Damian Cayon. Tout le monde acclame Damian dès qu'il entre dans le Colisée. L'hôte dit à son gars à l'air dur de quitter les lieux, puis présente Damian, qui va combattre dans le match principal de la soirée. Il n'a que 17 ans lorsqu'il rejoint la vie de l'Underworld et bat tout le monde au cours des 3 mois suivants, ce qui lui vaut le titre de génie de l'épée. Ensuite, il laisse l'adversaire de Damian entrer dans l'arène, un troll rugissant se précipitant vers lui. Notre garçon, qui avait regardé le spectacle, a aussi peur de voir un vrai troll là-bas. Le jardin proteste également car il suppose qu'il prévoit de donner un humain au troll. Pendant ce temps, à l'étage inférieur, le troll enragé est assez furieux et essaie de l'attaquer, mais Damian esquive gracieusement chacune de ses attaques. Damian, qui regarde intensément le monstre, dégaine son épée et, d'un mouvement rapide, le tranche en deux. Les spectateurs regardant le spectacle sont émerveillés par ce qu'il a fait. Pendant ce temps, notre héros pense que ce type est plus notoire qu'il ne le pensait. Puis il réalise que c'est attendu de quelqu'un qui est le personnage principal du roman, un génie de l'épée connu comme le rival du grand maître épéiste de l'histoire. Il ordonne alors à Garden de le suivre et avance. Après un moment, ils sont arrêtés par un homme corpulent qui les avertit de ne pas continuer, mais dès que notre prince héritier place une brique d'or dans sa paume, l'homme les laisse entrer. Là, assis, se trouve quelqu'un dont notre gars essaie de ne pas avoir peur. Il prend avec assurance sa bouteille d'analgésique dans sa main et demande s'il va prendre ses analgésiques pour marcher. Damian demande alors la raison de sa présence ou s'il est là pour lui vendre des médicaments. Il répond de manière ambiguë que c'est quelque chose comme ça. Damian, quant à lui, essaie de chasser notre gars en disant qu'il en a assez d'eux. Notre garçon dit avec assurance que ces médicaments bon marché ne sont pas utiles pour traiter la douleur lancinante constante à l'arrière de sa tête. Maintenant, il a son attention, et il commence à expliquer le type de douleur qu'il ressent, où les symptômes commencent généralement à l'arrière de sa tête, et la zone autour de son cou et de sa tête se sent raide et démange. Il demande si ses épaules et son cou sont engourdis. Notre gars détecte le regard suspicieux dans ses yeux, car il connaît ces choses à propos de Damian. Il explique à nouveau son état en ajoutant qu'il ressent une douleur immense sur les côtés de sa tête et entre ses yeux. Non seulement cela, il a la chair de poule sur le corps, et ses yeux sortent de leurs orbettes. Notre gars mime également toutes ces choses en décrivant toutes ces conditions. Tandis que Damian le regarde attentivement, notre héros continue son mélodrame en essayant de le convaincre qu'au lieu de chercher la racine de son problème, il se fie aux analgésiques, qui ne sont pas une forme standard de médecine. Damian est agacé par lui et envisage de le tuer un instant. À la fin, il dit à Damian d'utiliser sa bouche pour dire quelque chose, ce qui l'agace parce que Damian pense que c'est lui qui ne le laisse pas parler. Quoi qu'il en soit, Damian demande l'identité de notre gars, qui lui dit en plaisantant la vérité qu'il est le prince héritier, ce qui irrite Damian. Pour le convaincre, il ment en disant qu'il a été envoyé par Kousman, qui est en quelque sorte un sponsor pour Damian. Il ajoute que Kousman s'inquiète pour Damian et qu'en ce moment, ils n'ont pas une quantité suffisante d'ingrédients à cause de la saison. Damian ne comprend rien à ce que notre gars raconte et demande la signification de ses paroles. Notre garçon explique qu'il a trouvé une nouvelle façon de soulager sa douleur. Damian demande si cela implique un nouveau médicament. Notre garçon répond que ce problème ne peut pas être traité avec ce médicament, donc il faut éliminer la source de sa douleur. Il lui demande d'enlever sa chemise et de s'allonger pour qu'il puisse expliquer le processus de traitement. Damian fait ce qu'on lui dit. Son dos est couvert de cicatrices. Notre garçon demande en plaisantant s'il a peur, mais il répond négativement, irrité, ajoutant qu'il est un guerrier qui a blessé des gens et vice-versa, ce qui le fait taire. Il prend ensuite un morceau de moxibustion et demande si c'est la première fois qu'il voit quelque chose comme ça. Notre gars place la moxibustion sur son dos, puis il enflamme la substance sur son dos, tandis que Damian remarque nonchalamment qu'un tel traitement n'effraie pas un guerrier comme lui. Cependant, après un moment, il tremble de douleur, ce qui fait plaisanter notre garçon à ce sujet. Il espère sérieusement qu'il peut supporter la douleur. Il pense à ce type qui a une marque de malédiction sur le dos, ce qui est la raison pour laquelle il ne quitte pas le monde souterrain. Chaque fois qu'il va se battre, il ressent une douleur immense. Pour faire face à cette douleur, il commence à prendre beaucoup d'analgésiques. Il emprunte et doit livrer un autre combat pour rembourser sa dette. C'est la vie du protagoniste de cette histoire. Il maudit Kousman pour avoir infligé ce cycle cruel à Damian. Il essaie maintenant de frotter la marque sur son dos avec ce procédé.
Il pense avec joie que s'il parvient à guérir Damian, il prolongera non seulement sa durée de vie, mais il aura aussi son soutien. Il décide de traiter les autres gladiateurs ensuite. Une fois le traitement terminé, il lui dit de se lever. Il regarde attentivement la marque sur son dos, qu'il a réussi à cautériser. Il demande alors ce qu'il ressent en ce moment. Avec une expression d'incrédulité, Damian exprime qu'il se sent assez rafraîchi, quelque chose qu'il n'a pas ressenti depuis longtemps. Notre garçon explique qu'il a besoin de plus de séances de ce traitement. Pendant ce temps, il doit éviter de toucher les cloques sur son dos, les aliments gras et de se surmener. Il est frappé par la dernière exigence. Notre garçon explique qu'il ne devrait pas se battre, ce qui suscite une protestation car ce n'est pas quelque chose que Koosman permettra. À cela, il le console en disant qu'il s'occupera de cette affaire. Maintenant, Damian comprend que notre gars n'est pas ce qu'il lui a dit et demande son identité avec une expression perplexe. Notre garçon lui dit fièrement qu'il est un prince héritier mais Damian ne le croit pas et remarque qu'il doit avoir une raison pour éviter de révéler son identité. Notre garçon décide de laisser tomber cette affaire et ordonne à Damian de faire tout ce qu'il lui a dit de faire. De plus, il lui dit strictement de ne pas aller au Colisée, peu importe ce qui s'y passe, car c'est un endroit plus sûr pour lui. À la fin, il ajoute que c'est leur seul moyen de se rencontrer. En entendant cela, le visage de Damian devient rouge et il accepte avec empressement. Sur le chemin du retour, Gardin a des centaines de questions sur cet endroit illégal, mais il lui demande de l'aider à trouver quelque chose. Lorsqu'on lui demande ce que c'est, il dit à Gardin de chercher un homme aux cheveux noirs, une queue de cheval et des yeux bridés. Après avoir cherché à plusieurs endroits, il finit par le trouver dans un bar. Il s'assoit en face de lui et va droit au but en disant qu'il a besoin d'acheter Damian. Donc il devrait lui dire le montant total de sa dette ainsi que le coût de la rupture du contrat. À cela, Koosman exige 9 trillions de Magan, ce qui ne pourrait être payé que par quelqu'un d'aussi riche qu'un prince héritier. Notre garçon explique qu'il est le prince héritier. Cette personne commence à rire à ses dépens et lui dit que si Raquel est un prince héritier, alors lui aussi est celui qui porte le nom du prince héritier qui vend le médicament. Puis il lui dit de dégager s'il ne veut pas acheter de médicaments. Quand notre garçon part, il convoque un homme et lui demande d'enquêter sur notre gars pour connaître son identité. Il lui demande même de le torturer comme il veut pour obtenir cette information. Après 1 heure, la même personne qu'il a envoyée pour torturer notre prince héritier est jetée devant lui, saignant et blessé. Il est stupéfait de le voir et demande qui lui a fait ça. Puis il voit les gardes royaux devant lui qui annoncent que l'inspecteur royal secret est devant eux. Ensuite, notre garçon enlève sa perruque et lui montre l'insigne royal. Il y a 1 heure, Gardin et notre garçon vont quelque part en sachant qu'ils sont suivis par l'homme de Koosman. Il dit à Gardin d'agir normalement pour que le suiveur ne soupçonne pas qu'ils savent qu'il est là. Il sait qu'il est inévitable que Koosman envoie quelqu'un pour le suivre, c'est pourquoi il l'a approché en premier lieu. Au moment où le harceleur se retourne, il entre en collision avec l'inspecteur royal. Les gardes royaux ont accusé ce harceleur de tentative d'assassinat du prince héritier. Maintenant, ils se tiennent devant Koosman. Notre garçon a rendu l'insigne à l'inspecteur royal secret tandis que Koosman essaie de comprendre la situation. Mais avant qu'il ne puisse réagir, notre garçon ordonne à ses gardes royaux de faire une descente sur les lieux, surtout pour capturer Koosman. Avec son ordre, tout le monde se précipite pour subjuguer l'endroit. Témoin de la scène devant lui, Gardin pense que le prince héritier a vraiment changé. Maintenant, il s'inquiète pour la sécurité de son pays, c'est pourquoi il fait des descentes dans les organisations clandestines. D'un autre côté, le prince héritier semble plus qu'heureux de voir les gens autour de lui. S'il se blesse, il a une chance de les guérir. Il aura l'occasion d'étendre sa durée de vie. Pendant ce temps, Koosman se cache dans le coin, tout en contemplant la situation. Il se demande pourquoi le prince héritier s'intéresse à acheter Damian alors qu'il essaie de s'échapper. Alors qu'il se précipite vers la porte, il décide de rester caché jusqu'à ce que les choses se calment. Mais dès qu'il ouvre la porte, il se retrouve face à plusieurs épées. Pendant ce temps, notre gars parie avec son médecin qu'il sortira par cette porte. Et maintenant, il exige 500 Magan du pauvre médecin. Il s'avance alors et commence à bafouiller sur l'importance de payer pour un médicament. Quand Koosman lui crie dessus en demandant de quoi il parle avec ses conneries, il précise qu'il vient avec de bonnes intentions pour régler les frais médicaux de Damian et lui propose une bonne affaire, mais c'est lui qui la rejette. En entendant cela, il est furieux et sur le point de le frapper, mais son visage rencontre le point de fer du garde royal. Le moment suivant, il est averti de rester à terre. Ne trouvant aucune issue, il décide d'utiliser la capsule bombe contenant du poison dans sa bouche et la crache. Après 5 secondes, lorsqu'il a prévu de cracher la capsule, de cette manière tout le monde à proximité sera paralysé en étant exposé à la capsule, et il s'échappera pour tuer le prince héritier. Il est satisfait de son plan parfait. Il est sur le point de cracher la capsule en comptant à rebours de 5 à 1, mais avant qu'il ne puisse la cracher, Raquel lui ferme la bouche avec sa paume. Koosman réalise qu'il connaît chacun de ses mouvements. À ce moment-là, le temps pour que la bombe explose est arrivé et elle explose dans sa bouche. Le processus de paralysie commence et il doit prendre l'antidote dès que possible. Avec des mains tremblantes, il essaie de le sortir de sa poche, mais notre héros, qui a lu le roman et sait tout de lui, prend l'antidote de sa main et demande s'il veut connaître sa source de connaissance. À l'horreur de ce sbire, notre gars boit l'antidote devant lui tout en le provoquant en soulignant qu'il ne va pas lui en parler. Pour le narguer davantage, il fait une remarque sur le goût amer de l'antidote. Alors que Koosman est désespéré d'obtenir l'antidote, notre garçon le jette négligemment derrière lui.
Il sous-entend qu'il ne va pas lui donner l'antidote alors que c'est Rakiel qui l'a empoisonné en premier lieu. Il a l'intention de le faire pour utiliser ses compétences en traitement médical afin de prolonger sa durée de vie, car maintenant il a l'antidote dans ses emplacements de mana. Maintenant, sous la 5e vertèbre thoracique, il pousse environ 1,5 pouce de chaque côté, en appuyant sur les points de transport du cœur. Avec cela, Kuzmen rejette le poison, puis il libère l'antidote à l'intérieur de lui et attend que cela fonctionne. Après quelques secondes, il perd connaissance car notre gars l'a traité avec succès. Pour le récompenser, sa vie s'allonge de 118 jours. Il ordonne alors à ses gardes de les arrêter. Maintenant, il va accomplir son objectif principal pour être venu ici. La scène se déplace vers les gladiateurs avec Damian comme leur chef qui se battent avec les gardes et réussissent à en blesser beaucoup. À ce moment-là, Rakiel fait son apparition devant lui et il le reconnaît immédiatement. La scène change pour le rêve dans lequel un jeune Damian est montré devant sa mère morte. Il sait qu'il rêve de ce jour où il a été laissé seul. À ce moment, quelqu'un lui dit de se réveiller et il ouvre les yeux, se trouvant devant Gardin qui se présente et Damian lui dit aussi son nom en lui serrant la main. Notre prince héritier interrompt leur présentation et leur demande de le suivre car ils ont beaucoup de choses à faire. Ensuite, ils arrivent à une clinique de moxibustion. Ils y trouvent d'autres gladiateurs également. Damian demande quel est cet endroit. Il répond que c'est une clinique de traitement. Un autre gladiateur exprime sa surprise quant à sa gentillesse envers eux, car il ne se contente pas de les abriter dans son palais après les avoir sauvés des enfers, mais il va aussi les soigner. Il pense en les regardant que sa principale raison de traiter ces gladiateurs est de les libérer de leur marque de malédiction. En faisant cela, il peut prolonger sa durée de vie car la plupart d'entre eux sont jeunes, ce qui l'aide à augmenter sa propre longévité. Il commence par dire qu'il ne va pas le faire par bonté de cœur parce que tout le monde sait qu'il est lui-même une personne assez malade. L'un d'eux intervient en disant que tout le royaume le sait et notre gars promet dans sa tête que cette personne recevra le traitement le plus douloureux. Quoi qu'il en soit, il continue en disant que puisque le médecin n'a pas réussi à trouver un remède pour lui, il le fait maintenant lui-même. Puis il se tourne vers Damian et lui demande s'il comprend ce qu'il essaie d'expliquer. Damian répond qu'ils sont là pour être ses cobayes, ce qu'il confirme. Tout le monde est assez inquiet de l'entendre, mais notre gars rétorque en demandant à Damian ce qu'il a ressenti après le dernier traitement. Damian répond qu'il a ressenti un soulagement de la douleur nerveuse. En entendant cela, tout le monde se sent soulagé si Damian témoigne en faveur du prince héritier. Ensuite, il demande à tout le monde s'ils se sentent mal à l'aise de recevoir un traitement. Quand personne ne répond, il leur ordonne de retirer leur chemise et de s'allonger sur les lits. Après 6 jours, chaque gladiateur est montré dans le pire état. Ils vomissent constamment et ont des sueurs froides à cause de l'absence d'analgésique. Notre garçon est assez nerveux de voir les résultats de son traitement. Il se tourne vers Damian et lui demande s'il a des vertiges ou s'il vomit. Damian répond que oui, mais qu'il tient le coup. Maintenant, il comprend que Damian est une exception parce qu'il est le protagoniste du roman pour une raison. Il renvoie ensuite tout le monde à leur logement mais demande à Sergio de rester. Il commande son mauvais état à cause des symptômes de sevrage, mais Sergio essaie de dire qu'il va bien. Puis il lui montre l'aiguille en disant qu'il va l'aider avec ça. Pendant ce temps, il pense qu'il n'est pas sûr que le traitement par acupression fonctionnera sur Sergio ou non. Mais Sergio est celui qui prend l'analgésique depuis le plus longtemps, donc il doit être le sujet de test pour cela. Il envisage de cibler son point de course près de son estomac. Pendant qu'il pense à tout cela, Sergio se lève de sa place, semblant assez puissant dans sa forme. Il saute ensuite sur notre gars et lui attrape la gorge avec les 2 mains. Rakiel a plus de mal à respirer, mais Damian arrive au bon moment et repousse Sergio loin de lui. Levant la main pour l'aider à se relever, il lui demande comment il va, ce à quoi Rakiel répond positivement. Il regarde la forme inconsciente de Sergio et conclut qu'en raison de ses symptômes de sevrage sévère, il est très sensible à toute stimulation mineure. C'est pourquoi une petite aiguille lui fera mal comme une épée. Pour résoudre ce problème, il a besoin d'aiguilles plus fines. Après un moment, on le voit dans son bureau en train de lire une lettre d'un forgeron. Pour résumer la lettre, le forgeron s'excuse de ne pas pouvoir fabriquer plusieurs aiguilles fines comme du fil. La lettre ajoute que seul un artisan nain pourrait réaliser un tel exploit. À ce moment-là, il reçoit une notification de son système l'avertissant qu'il est trop stressé, ce qui pourrait mener à une maladie nerveuse. Ses organes essaient de refroidir le cœur tout en essayant de lui donner un indice. Le voyant perdu, son système lui rappelle qu'il peut invoquer un monstre ou débloquer une compétence en utilisant ses points de vie. Il sélectionne ensuite l'option d'invocation Gotcha pour le coût de 300 points de vie. En confirmant l'achat, il espère obtenir une bonne invocation. Son système lui demande de verbaliser les qualités qu'il souhaite pour son invocation. Il exige une créature capable de lui fournir de nombreuses aiguilles et d'épaisseur uniforme. Après avoir enregistré sa demande, son système lui propose 3 options avec des noms bizarres comme une invocation joyeuse qui grogne, un fer qui décharge et un cactus qui décharge. Ensuite, son système l'informe que l'une de ces invocations a une capacité de 100% à répondre à sa demande, une à 50% et une à 0%. En lisant cela, il réalise que cette invocation est une sorte de pari, alors il réfléchit à quelle invocation choisir.
Après avoir réfléchi un moment, quand il n'arrive pas à se décider, son cœur lui dit avec frustration de choisir le cactus. Et il accepte. Pendant que son système prépare son cadeau, il prie Dieu pour le bon choix. Puis un porc-épic très mignon est déposé dans sa paume. Maintenant, son système l'informe des qualités de sa nouvelle invocation. Il peut en modifier la taille en lui donnant soit des graines de tournesol rouge qui le rendront énorme, soit des graines bleues qui le ramèneront à sa taille minuscule d'origine. Son nom est Goswem et il a la capacité de produire un nombre infini d'épines et d'attaquer ses ennemis avec elles. Il demande poliment à son invocation 3 épines, chacune de couleurs différentes, et elle les lui fournit. Il vérifie les blanches et les brunes. Le blanc a un effet de douleur léger, alors il décide de l'utiliser pour les gladiateurs. Cependant, il est un peu méfiant envers le noir, car il a un niveau de douleur plus élevé. Il ne le teste même pas et décide de l'essayer sur quelqu'un d'autre plus tard. Ensuite, il se rend à sa clinique, réchauffant l'aiguille. En le voyant, Garden demande des nouvelles de son invocation, et il la lui présente. À ce moment-là, il invente une histoire et dit à Garden de demander les détails restants à l'invocation elle-même, puis quitte les lieux. Garden est assez déconcerté par la situation, car il reconnaît cette créature comme un monstre d'invocation. Selon les légendes, il y avait un bâtisseur légendaire, il y a environ 300 ans, qui avait invoqué des monstres comme Ed. Ils sont connus comme des créatures très rares et mystérieuses, et Garden ne comprend pas comment son maître en a obtenu une. Maintenant, il réalise qu'il y a quelque chose à propos de son maître qu'il ne connaît pas. À l'intérieur de la clinique, Sergio s'excuse auprès de notre gars pour l'incident d'hier. Il écarte les excuses en lui disant qu'il ne ressentira plus la douleur maintenant, car il a planté de nombreuses aiguilles dans son corps. Il est surpris d'entendre cela, car Sergio ne semble rien ressentir. Il lui montre ensuite son bras où il a effectué le traitement d'acupression. Par la suite, il a pratiqué ce traitement sur tout le monde. En obtenant les récompenses pour avoir traité Damian et les autres gladiateurs, son espérance de vie augmente de 171 jours. Non seulement cela, mais il améliore également sa compétence en l'utilisant sur un plus grand nombre de personnes. Cette information le rend assez heureux, comme cela se voit dans son langage corporel. En le voyant si heureux, Damian ne comprend pas ses véritables motivations, se demandant pourquoi le prince héritier est ravi de les voir rétablis. Maintenant que Raquiel a terminé leur traitement, il décide de concevoir un autre plan pour eux. La scène se déplace vers l'empereur, qui reçoit un rapport sur son fils. Il est informé que le prince héritier a 14 gladiateurs comme gardes du corps, qui sont maintenant officiellement reconnus comme gardes royaux. Il leur donne des salaires et d'autres avantages pour leur travail. À cela, l'empereur commence à rire aux dépens de son fils, qui devrait se reposer au lit, mais qui obtient à la place une escouade privée. Cependant, la prochaine information le tend, car on lui dit que le prince héritier a l'habitude d'inviter chaque serviteur et garde à ses côtés et de les piquer avec des aiguilles. Le prince héritier est vu en train de jouer au docteur avec de nombreux serviteurs. Il demande à l'un d'eux si les aiguilles qu'il lui enfonce dans le corps font mal, et il obtient une réponse négative, malgré les expressions des gardes qui disent le contraire. Puis il annonce le prochain patient. Il y a quelques jours, Damian est vu devant notre prince héritier, qui lui demande comment il se sent pendant le traitement de moxibustion. Damian répond que cela fait encore un peu mal. À cela, le prince héritier lui annonce la bonne nouvelle qu'il n'a plus besoin du traitement, car il est complètement guéri, ce qui le laisse perplexe. Il remercie alors le prince héritier, mais il est interrompu par une protestation du prince héritier. Raquiel lui demande de l'écouter d'abord. Le prince héritier a une proposition pour lui, car il veut les compétences de Damian à l'épée de son côté, parce qu'il ne veut pas que ses compétences soient gaspillées. Ensuite, il lui propose un poste de garde du corps avec un bon salaire et d'autres avantages, au lieu de se fier à des choses émotionnelles comme la loyauté et l'amitié. Il sait que Damian progressera dans ses compétences à l'épée et atteindra bientôt le syndrome du maître d'épée, où quelqu'un devient extrêmement sensible et endure encore plus de douleur que celle qu'il avait ressentie auparavant avec un sceau de malédiction. Il veut donc que Damian reste proche quand cela arrivera. Il lui propose donc le poste comme excuse pour le garder à ses côtés. Il ajoute de nombreux autres avantages au contrat de travail. Mais lorsque Damian ne répond pas, il propose une semaine de travail de 4 jours, ce qui suscite des acclamations de la part de tout le monde derrière Damian. En entendant les avantages de son emploi, tout le monde propose de les embaucher également sous le prétexte que c'est leur façon de rembourser leurs dettes en le protégeant. Ils commandent sèchement qu'ils veulent le faire parce que le salaire et les autres avantages viennent avec le travail, et ils conviennent sincèrement que c'est le cas. Il est content de leur honnêteté, car il pensait que les gens qui prétendent être loyaux gardent souvent des rancunes. Il réfléchit à cette question et décide de les embaucher, car les gardes royaux d'origine étaient loyaux envers son père. Il sera donc préférable d'avoir sa propre escouade privée. Il leur donne alors le nom de SRG, et ils en sont très heureux. Il se détourne d'eux et pense avec un soupir que sa durée de vie ne durera toujours pas beaucoup plus longtemps, car il ne lui reste que 18 jours, en plus d'avoir un corps très faible, incapable de chercher plus de patients. Après un moment, on le voit dans son bureau, où il dit à Damian et Garden qu'il va installer une clinique dans son palais. À cela, Garden le surprend en disant que ça si elle cause est noble, de commencer une clinique car il veut aider les malades. Il est tout à fait d'accord avec lui et lui dit qu'il veut soigner les gens vivant dans le palais annexe parce qu'il ne pense pas que les citoyens ordinaires vivant à l'extérieur du palais se sentiront à l'aise de le visiter.
Gardin est également d'accord avec lui. Alors il explique qu'il en a besoin car de cette façon, le bouche à oreille servira de publicité pour sa clinique et les gens viendront à la clinique de médecine traditionnelle de son palais annexe pour se faire soigner. Maintenant, dans le présent, il est frustré de savoir que tout le monde est en assez bonne santé et qu'après avoir traité 500 personnes jusqu'à présent, il n'a reçu qu'un bonus de vie de 2 jours. Avec frustration, il s'exclame qu'il a besoin d'une personne très malade. Soudain, il s'arrête alors qu'une idée lui vient. Il ordonne à Gardin de recueillir des données sur les familles des serviteurs qu'il a dans son palais. Il est sûr qu'il doit y avoir une personne malade parmi leur famille. Il est assez frustré de voir qu'ils semblent tous en bonne santé alors qu'il ne reste que 10 pages. Il n'a pas beaucoup d'espoir mais il continue de vérifier. Il est interrompu par Damian, qui exprime sa déception envers le prince héritier. Il est déconcerté de l'écouter. Damian demande ensuite s'il voit les patients comme des outils. Damian ajoute qu'il comprend qu'il a besoin des patients pour la recherche, mais maintenant on dirait qu'il cherche quelqu'un sur son lit de mort. À cela, Gardin essaie de défendre son maître en disant qu'il doit avoir un plan. Cependant, le prince héritier corrige son médecin, affirmant que Damian a raison dans son hypothèse. Damian proteste, disant qu'il a été impoli envers Gardin, tandis que Gardin essaie de défendre le prince héritier en disant que Damian est impoli avec lui. Voyant cela, le prince héritier les expulse tous les deux de sa chambre et vérifie les 10 pages restantes. Une page attire son attention. Quelqu'un a écrit dans ce questionnaire à propos d'un garçon de 8 ans dont le corps commence à trembler et à écumer de la bouche 1 ou 2 fois par semaine. Le médecin ainsi que le clerc l'ont examiné, mais cela n'a servi à rien. En le lisant, il est très heureux d'avoir enfin trouvé ce qu'il cherchait. Le lendemain, il rencontre le jeune garçon qui est un peu effrayé de le voir. Il s'approche de lui et le salue en lui disant de l'appeler Raquel. Il comprend que c'est la première fois que Georges visite le palais et rencontre le prince héritier, donc il doit le mettre à l'aise. Il lui montre alors un bonbon, ce qui illumine le visage du garçon. Mais au lieu de l'obtenir, son expression devient amère. Le garçon lui dit qu'il ne peut pas toucher le prince héritier. Lorsqu'on lui demande pourquoi, il répond que c'est parce qu'il est maudit. Il ajoute que c'est la raison pour laquelle il est harcelé par les autres enfants et traité de bizarre. En entendant cela, Raquel essaie d'encourager l'enfant en disant que ce n'est pas le cas. Le garçon explique que lorsque les enfants se moquaient de lui hier, il a essayé de se défendre mais a perdu. Ensuite, tout est devenu sombre et il a commencé à trembler en ayant l'impression que quelqu'un l'avait jeté au sol. Quand il s'est réveillé, il se sentait faible. À ce moment-là, le prince héritier le serre soudainement dans ses bras, disant qu'il est courageux d'avoir enduré tout cela. Les larmes aux yeux, Georges dit qu'il ne devrait pas le toucher à cause de l'esprit maléfique qui réside en lui. À ce moment-là, le prince héritier commence à le diagnostiquer. Son système l'informe que cette personne est en parfaite santé, à part quelques symptômes de crise causés par des ondes cérébrales irrégulières. Il diagnostique Georges avec de l'épilepsie, mais le problème est qu'il ne connaît pas la cause des ondes cérébrales irrégulières. Il dit à Georges qu'il n'est pas étrange. Pour sentir son incrédulité, Raquel lui dit joyeusement qu'il est le prince héritier et qu'il a toujours raison. Maintenant, il est frappé par ce qu'il doit faire ensuite car il ne connaît pas la cause des ondes cérébrales irrégulières et il n'a pas d'outils pour les détecter, comme une machine IRM. Soudain, Georges l'appelle et il se tend en voyant que Georges fait une crise. Il le couche immédiatement malgré les protestations de Gardin qui veut qu'il reste éloigné du garçon. Damian lève aussi son épée. Pour voir leur réaction, il leur crie dessus en leur disant que Georges est juste malade et a besoin de soins car il souffre en ce moment. Il leur ordonne de lui apporter un oreiller. Ensuite, il allonge Georges sur l'oreiller et tout le monde le regarde. Gardin propose d'essuyer la mousse de sa bouche. Il répond qu'il n'est pas dans son état normal car Georges pourrait avaler la serviette. Ils ne peuvent rien faire pour l'instant jusqu'à ce que la crise soit terminée. Soudain, il remarque du mana provenant de Georges. Il comprend que c'est à cause de sa technique du noyau Azrahan qui est sensible au mana. Il décide alors d'utiliser cette technique pour détecter la cause de l'épilepsie. Il cherche ensuite la cause à l'intérieur du flux de mana. Il vérifie les nerfs mais ne trouve rien bien qu'il commence à se fatiguer. Ensuite, il se tient devant le cœur de Georges et s'y précipite. Enfin, il attrape la source des ondes cérébrales irrégulières qui se produisent dans le nerf vague. Il ordonne alors à ses subordonnés de lui apporter une couverture pour couvrir Georges. Il leur demande également de ne pas le réveiller. Dans le processus, lui aussi s'est surmené pendant le diagnostic et s'effondre. Les personnes autour de lui s'inquiètent de voir son état, mais il ressent du soulagement d'avoir trouvé la cause de la maladie de Georges avant de perdre connaissance. Après quelques heures, il se réveille avec la tête lourde. Il suppose que son noyau Azrahan a été activé à son maximum pendant qu'il dormait. À ce moment-là, il est surpris par la présence de Damian qui l'informe qu'il a dormi pendant une demi-journée. Il demande des nouvelles de Georges et on lui dit que Georges s'est réveillé mais qu'il se sent maintenant fatigué. En se levant de son lit, il pense à quel point le diagnostic qu'il a effectué a été réussi grâce à son noyau Azrahan. Maintenant, il peut commencer le traitement de Georges en stimulant le nerf vague. Alors qu'il enfile son manteau, Damian demande avec surprise où il va au milieu de la nuit. Il répond avec une expression maniaque qu'il va être frappé par la foudre. Après un moment, lui et Damian sont vus devant le palais principal. Les gardes sont choqués de le voir là. Il demande aux gardes de les escorter jusqu'à la chambre de Sir Zanetis. Il se dirige vers la chambre de Sir Zanetis, qui est le mage du palais.
Il est étonné de les voir là au milieu de la nuit et demande la raison de leur présence. Le prince héritier demande alors en plaisantant au mage de frapper son dos avec de la magie de foudre, ce qui laisse le pauvre mage totalement déconcerté. Le mage se souvient d'hier quand il avait rendu visite à l'empereur qui lui disait comment le prince héritier agissait différemment et étrangement ces derniers jours. Il dit en souriant qu'il s'inquiète de ce que son fils pourrait faire ensuite. Voyant son expression, le mage pense avec agacement que l'empereur est aussi devenu un imbécile quand il s'agit de son fils. À l'heure actuelle, le garçon secoue furieusement le mage agaçant en lui demandant de le frapper avec la foudre. Le mage pense à quel point le prince héritier est devenu fou. Il proteste auprès du prince qu'il ne peut pas le faire car cela pourrait le tuer, ce qui le rendrait responsable de sa mort. Le prince héritier explique qu'il n'a pas besoin d'aller aussi loin. Il a juste besoin d'une petite stimulation électrique pendant 3 heures. Le mage est tout aussi agacé par cette nouvelle demande. La magie de la foudre a des capacités destructrices, mais le prince veut qu'il la minimise et la contrôle pendant 3 heures, ce qui nécessite un contrôle précis. Il demande au prince si la conscience que sa demande est assez difficile. Le prince héritier répond qu'il comprend parfaitement, c'est pourquoi il est venu le voir, car personne d'autre ne pourrait accomplir un tel exploit à part lui. En entendant ce compliment, le mage est à moitié prêt à satisfaire sa demande, mais il hésite encore, se demandant s'il pourrait le blesser. Le prince héritier le console en disant qu'il garantit que si quelque chose lui arrive, le mage ne sera pas tenu responsable de sa mort, tout en désignant les gardes qui en seront témoins. Il explique en outre qu'il fait cela pour sauver quelqu'un. Le mage accepte alors sa demande et demande quand ils peuvent commencer. Le prince héritier répond qu'ils doivent le faire maintenant, puis il s'assoit devant le mage, qui lui demande s'il est prêt. Il hoche la tête, tout en pensant secrètement qu'il ne peut pas simplement expérimenter un traitement aussi dangereux sur un enfant, donc il vaut mieux expérimenter sur lui-même. Lorsque le mage commence à le frapper avec une quantité précise d'électricité, le prince héritier va convertir les courants électriques en électrodes. Ensuite, il les transformera en signaux électriques et a l'intention de les utiliser pour corriger les signaux irréguliers dans le nerf vague de George. À la fin, il contrôlera ces signaux. En analysant son plan, il est en admiration devant la technique centrale d'Azrahan qui lui permet de réussir du premier coup. Il demande au mage d'arrêter, qui lui dit en plaisantant qu'il pourrait le faire toute la journée. Le lendemain, de nombreuses personnes connues comme des commères sont vues devant sa chambre. L'un d'eux ouvre la porte, et maintenant tout le monde se tient devant George et son médecin, le prince héritier. Raquel montre une aiguille à George et lui dit honnêtement que ça va faire un peu mal, car c'est une procédure médicale. Il le rassure ensuite en disant que cela ne fera pas très mal, puisqu'il a déjà planté une aiguille dans son cou et que George ne s'en est même pas rendu compte. Il ajoute que ce qui va suivre, cependant, fera certainement mal. Puis le mage frappe Raquel avec de la magie électrique et il rassemble l'électricité dans son cœur. Gardin a l'impression qu'il est sur le point de s'évanouir en voyant l'état de son maître, mais notre regard reste concentré sur les commères dans la pièce, car il espère qu'elles répandront la nouvelle de sa méthode de traitement partout. Après avoir reçu le courant électrique, il est maintenant temps de le transférer à George. Cependant, il se tend lorsqu'il détecte que le flux de mana de George devient irrégulier. Avec effroi, il réalise que George est sur le point de faire une crise, il doit donc corriger son nerf avant que cela n'arrive. George demande combien de temps il doit encore rester comme ça. Il répond qu'il n'a que 3 minutes, ou si les choses tournent mal, juste 1 minute. Mais dans l'ensemble, la procédure prendra 30 minutes. Pendant un moment, il pense à interrompre le traitement, mais il décide de ne pas le faire pour plusieurs raisons, à cause des commérages présents qui pourraient alimenter des rumeurs étranges, et de l'incertitude sur la durée pendant laquelle le mage continuera à l'aider. Il se résout finalement à continuer et se tourne vers le mage, lui demandant d'augmenter le niveau de puissance de la magie 3 fois. Le mage l'avertit que cela fera plus mal, mais il ignore son inquiétude. Cependant, cette fois, il est frappé par la foudre, mais il se concentre sur sa tâche. Il doit absorber le mana pour terminer la procédure le plus rapidement possible. Il cherche la carotide pour placer l'électrode, tout en sachant qu'il ne reste que 5 secondes avant que la crise ne commence. Finalement, alors qu'il semble que George va avoir une crise, il redevient normal et regarde le prince héritier. Tout le monde, en particulier la sœur de George, est étonné de voir que la crise ne se produit pas. Pendant ce temps, le prince héritier est silencieusement fatigué par la stimulation électrique constante. Cependant, son système le félicite pour avoir réussi l'opération du nerf vague. Il reçoit un bonus de vie de 3 jours en récompense. Non seulement cela, sa technique de base Azrahan monte de niveau en dépassant la limite de son corps, atteignant maintenant le niveau 2 dans un seul cercle, ce qui augmente également son cercle de mana. Il reçoit en outre une notification indiquant que ses poumons et son gros intestin ont absorbé l'énergie métallique et acquis une immunité contre la magie du bois. Pour utiliser cette énergie du bois, son nouvel organe, le foie, s'éveille. À ce moment-là, un foie très en colère et arrogant entre dans le royaume des organes, rendant le gros intestin heureux de ne plus être un novice. Mais au lieu d'être heureux, le foie donne une gifle au gros intestin et déclare impassiblement qu'il ne peut pas le rendre novice s'il n'a pas de souhait de mort. Le moment suivant, il accorde à notre garçon 300 points de vie. Les autres organes de notre garçon accordent également 500 points de vie après avoir accueilli leur nouveau homologue.
Non seulement cela, il semble que ses organes soient assez heureux, car il a en plus reçu 300 points de vie parce que les organes organisent une fête d'anniversaire pour le foie. Il est assez content d'obtenir toutes ces réalisations et points de vie supplémentaires en une journée. Il se demande s'il y a quelque chose de plus, mais son système répond négativement. À ce moment-là, George s'adresse à lui en lui demandant s'il est un bizarre. Ce petit garçon explique que normalement, quand il se sent étrange, il perd le contrôle, mais cela ne se produit pas cette fois. À cela, Raquel explique que cela ne se produira plus désormais, car il ne souffrira d'aucune crise. Il promet même cette affirmation sur son titre de prince héritier. En écoutant tout cela, la sœur de George, debout dans la foule, devient très émotive. George se tourne vers elle et la serre affectueusement dans ses bras. Raquel dit à tout le monde que l'opération a été un succès, ce qui les rend également émotifs. Il espère que ces personnes répandront la nouvelle du traitement de George partout, si bien qu'il sera bientôt confronté à une foule de patients, ce qui se traduira par une vie en bonus. Soudain, sa vision se brouille et il perd connaissance à cause du stress que son corps a subi. La nuit, il reprend conscience et voit Garden, le mage du palais, et Damien debout devant lui. Il demande en plaisantant s'ils n'ont pas d'autre travail à faire que de le regarder dormir. Garden déclare avec une expression triste que c'est le cas pour lui parce que Raquel dort depuis 2 jours, ce qui le laisse perplexe. Le mage l'interrompt également en l'accusant d'avoir l'intention de l'exécuter. Il demande ensuite avec une expression horrifiée comment il va expliquer à l'empereur l'état du prince héritier qui est dû à la magie de la foudre qu'il a utilisée sur lui. Notre gars s'excuse nerveusement auprès de tous. Puis, il demande des nouvelles de George, et à ce moment-là, George apparaît dans sa chambre. Il explique qu'il a insisté auprès de Garden pour qu'il le laisse venir ici, puis il lui donne un médaillon en bois fait main. En voyant son effort, notre gars se sent un peu honteux parce qu'il n'a pas aidé George par bonté, mais pour prolonger sa propre vie. Il essaie de dire quelque chose, mais George l'interrompt, affirmant qu'il veut aider les autres tout comme Raquel. Cette déclaration le laisse complètement stupéfait. Il complimente ensuite son collier et déclare que voir George en bonne santé est la plus grande récompense pour lui. Puis il congédie tout le monde en disant qu'il veut se reposer un peu plus. Alors tout le monde quitte la pièce tandis que George lui dit au revoir. Quand tout le monde part, il regarde le collier avec agacement en se demandant qui voudrait porter quelque chose d'aussi simple. Cependant, alors qu'il dort, comme pour se moquer de sa propre déclaration, il se retrouve à le porter. La scène se déplace vers la maison d'un roturier. Une mère demande à son fils pourquoi il est là alors qu'il devrait être au travail. Le garçon entre en saluant ses parents et leur dit qu'il est en congé spécial du prince héritier. Il semble qu'il fasse partie d'un groupe de commérage et que le prince héritier lui ait donné congé pour répandre des nouvelles sur sa méthode de traitement étrange. Ensuite, le garçon informe ses parents qu'il a reçu, avec d'autres, un congé spécial de 5 jours. Il mentionne également que le prince héritier fait des choses étranges comme vouloir traiter les gens. Puis, il leur montre le papier. C'est une sorte de pamphlet dans lequel le prince héritier annonce l'ouverture de sa clinique médicale dans son palais annexe et offre toutes sortes de traitements gratuitement. Pendant ce temps, dans son palais, notre garçon est excité de voir le résultat de la rumeur. Garden l'interrompt en disant qu'il est temps de partir. En chemin, Garden commande qu'il s'est levé tôt aujourd'hui. Il répond que c'est parce que c'est son premier jour à la clinique. Garden l'informe qu'il a stocké tous les médicaments, y compris la réglisse, qui est difficile à se procurer. À cela, notre gars le félicite tout en ajoutant qu'il a besoin de réglisse pour beaucoup de choses, donc il lui demande d'en stocker autant que possible. Garden hoche la tête tout en exprimant sa curiosité sur l'endroit où le prince héritier a appris des choses comme la fabrication de potions et le traitement par acupression. Il ajoute qu'il veut savoir parce qu'il est aussi médecin. Finalement, il exprime qu'il a sacrifié de nombreuses nuits blanches à rechercher les bases des méthodes que le prince héritier utilise, mais il n'a trouvé aucun indice, ce qui le contrarie. En tant que médecin, Raquel comprend également la frustration de Garden de ne pas connaître ces nouvelles choses. Il révèle ensuite qu'il vient d'un autre monde où il dirigeait une clinique de médecine traditionnelle, c'est pourquoi il sait tout. Mais Garden ne le croit pas et insiste pour qu'il dise la vérité. Raquel insiste qu'il dit la vérité et demande pourquoi Garden est si persistant à connaître la vérité. Garden répond avec détermination qu'il veut la satisfaction de devenir un meilleur médecin comme Raquel. En réponse, notre garçon lui dit qu'il le fait déjà et lui ordonne de continuer. Alors que Garden s'éloigne, Raquel réfléchit au fait que Garden est la raison pour laquelle il est arrivé jusqu'ici. Puis ses pensées se tournent vers sa clinique médicale et il prie pour qu'il y ait beaucoup de patients. Il craint que le stress ne lui cause un trouble de stress post-traumatique. Il ouvre la porte, prêt à accueillir les patients avec enthousiasme. D'abord, il pâlit en ne voyant aucun patient dans le hall, mais ensuite Garden lui fait remarquer de regarder en bas et il est choqué de voir des tonnes de personnes dehors essayant d'entrer. Après un moment, il diagnostique un patient quand son serviteur lui demande des nouvelles de son travail. Il lui demande de vérifier si les autres patients ont besoin d'aide. Ensuite, il se tourne vers la servante qui ne prépare pas correctement le médicament. Il sait que le système de soins infirmiers n'est pas à la hauteur et qu'il faudra du temps pour qu'il se stabilise. Après avoir vu plusieurs patients, il acquiert suffisamment d'expérience pour améliorer sa compétence de lecture du pouls. Maintenant, il peut non seulement évaluer la santé globale d'un patient, mais aussi détecter des symptômes liés aux organes internes. De cette manière, ces organes internes vont l'aider à détecter tout problème avec les organes du patient en consultant les organes du patient. La scène se déplace vers son royaume des organes où tout le monde est prêt à avoir un rendez-vous à l'aveugle avec les organes des patients. Le cœur affirme qu'il n'est intéressé par personne de moins de 4 ans ou de plus de 4 ans. Cependant, le foie souligne qu'ils vont rencontrer toutes les personnes plus âgées.
En les voyant, tout le monde est déçu par l'idée de consulter. Malgré leurs réserves, ils donnent les résultats. Ils n'ont trouvé aucune anomalie à part une légère constipation, mais le foie les informe que cette personne présente des symptômes d'hépatite. Donc, il doit renoncer à l'alcool. Le foie explique en outre que le foie du vieil homme ne survivra probablement que 5 ans de plus. Il est stupéfait d'entendre ce diagnostic car il constitue la base de chaque traitement. Déterminé, il décide maintenant de réveiller les autres organes également. Se tournant vers son patient, il l'informe de l'état de son foie et prescrit un médicament pour 10 jours. À la fin, il déclare avec ironie que l'homme devrait arrêter de boire car il risque de mourir dans 5 ans s'il ne le fait pas. Puis il ordonne au patient d'arrêter l'alcool comme le prince héritier ou il sera jeté en prison. L'homme est complètement pétrifié en entendant cela. Ensuite, il renvoie tous les patients non critiques, les envoyant chez eux. Ensuite, les serviteurs se tournent vers lui en le couvrant de louanges et en s'excusant pour les erreurs qu'ils ont commises. Il les encourage nerveusement tout en reconnaissant leur travail acharné. Pendant ce temps, ils pensent à établir un système de soins infirmiers adéquat car cela sera nécessaire s'ils admettent plus de patients. Ils souhaitent que ces infirmières du monde moderne soient là pour aider. À ce moment-là, Gurdon entre précipitamment et lui dit qu'il y a un patient qui a besoin de soins immédiats. Le fils de la famille le supplie de sauver sa mère. Après l'avoir allongé sur le lit, il demande au fils quel est son état. Le fils répond qu'elle a de la fièvre depuis l'après-midi et que son été s'est aggravé depuis. Après avoir vérifié ses veines, il est horrifié en réalisant qu'elle pourrait souffrir de la maladie qui a tué 40 000 soldats de l'armée de Napoléon. Avec effroi, il reconnaît son état comme étant la fièvre typhus épidémique, une maladie fébrile aiguë causée par une infection bactérienne de Rickettsia. Il hésite un moment à l'accepter, mais le foie l'informe qu'il a bien vu des bactéries Rickettsia dans son sang. Il déglutit en entendant cela et demande au fils de la patiente quand elle a pris un bain pour la dernière fois. Le fils répond qu'elle a pris un bain hier. Il demande ensuite l'état de sa literie. Le fils répond qu'elle est une personne ordonnée et propre. Ne trouvant aucun indice là-bas, il demande si elle a été quelque part où elle aurait pu rencontrer des poux ou des puces. Le fils répond alors qu'elle avait dormi dans le lit d'un couple de fermiers lorsque sa calèche est tombée en panne sur le chemin du retour il y a 15 jours. Pour analyser sa situation, il conclut qu'elle doit avoir la fièvre typhus épidémique. Il informe ensuite son fils de son état tout en expliquant qu'elle est infectée par des poux. Voyant son âge et sa température, il conclut qu'elle pourrait avoir une pneumonie ou souffrir de dommages au système nerveux central ou pourrait développer des parties du corps nécrosées. Il ordonne ensuite aux domestiques de nettoyer la patiente avec de l'eau tiède et de la changer en vêtements de patient. Il leur ordonne de brûler ses vêtements et sa literie, de prendre un bain eux-mêmes et de brûler leurs propres vêtements ensuite. Il menace même de licencier et de punir quiconque désobéit à ses ordres. Il ordonne ensuite à son fils d'informer leur famille de son état. Plus tard, il se tient dans la cuisine où il a préparé une soupe tonique à base de racines de kudzu, qui est un type d'antipyrétique pour sa patiente. Il lui donne ensuite la première dose de la soupe. 3 jours passent et ils prennent soin d'elle continuellement. Mais malheureusement, son état ne s'améliore pas en raison de la fièvre persistante. Il comprend maintenant que la dose de soupe n'est pas suffisante pour son état. Elle a besoin d'un équilibre de yin et de yang car son énergie yin a été épuisée. Il réalise qu'il doit trouver un médicament avec une forte énergie yin pour rétablir son équilibre. Il réfléchit un moment à l'endroit où il pourrait trouver un tel médicament. Réalisant qu'il pourrait être dans le coffre-fort secret de son père, il ordonne à Gurdon de préparer une calèche pour lui. Il n'est pas sûr de le trouver là-bas, mais il a l'intention d'utiliser son privilège de prince héritier car il espère que son père pourrait l'aider. Après un moment, on le voit saluer son père qui demande pourquoi il est venu à cette heure tardive. Il demande la permission d'entrer dans le coffre-fort secret du palais. Sentant la confusion de son père, il révèle l'état de son patient actuel qui est gravement malade. Son père demande comment cela est lié à sa demande de visiter le coffre-fort. Il explique qu'il cherche un médicament pour la guérir et qu'il pourrait trouver quelque chose là-bas. En réponse, son père exprime son incrédulité car il soupçonne qu'il invente une excuse pour accéder au coffre-fort à son propre avantage. Pendant ce temps, son père semble amusé par la situation de son fils, un fait que notre prince héritier remarque et trouve assez agaçant étant donné les manigances de son père. Il essaie de raisonner avec son père tout en insistant sur le fait qu'il n'a pas le temps de prolonger cette affaire. Cependant, son père reste peu convaincu par son éclat, croyant que puisqu'il n'a pas reçu une éducation appropriée, il ne devrait pas soudainement traiter des gens. Son père lui demande de prouver que son diagnostic est correct. À cela, notre garçon demande s'il veut le tester, ce que l'empereur confirme. Il ordonne alors à notre garçon de diagnostiquer l'état du capitaine des chevaliers royaux, Roberto, qui est récemment tombé malade. Si son diagnostic est correct, il lui accordera l'accès au coffre. Il vérifie le pouls du capitaine, tandis que son père, qui est assez arrogant, suppose qu'il ne pourra pas déterminer son état, car seul lui, le capitaine et l'épouse du capitaine le savent. Après quelques secondes, notre garçon annonce que le capitaine a une calvitie partielle, ce qui choque à la fois le capitaine et l'empereur. L'empereur souligne les cheveux pleins et brillants du capitaine. Cela pousse notre héros à retirer la perruque du capitaine en réponse. Cela laisse le capitaine dans un état comme s'il était sur le point de s'effondrer. Puis notre héros se tourne vers Damian et lui ordonne de continuer. En chemin vers le coffre, Damian commande son geste brutal de retirer la perruque du capitaine. Il répond négligemment qu'il le soignera la prochaine fois. Pendant leur discussion, ils atteignent enfin le coffre.
Les gardes lui remettent le passe secret pour entrer dans le coffre. Il demande ce qui arrive à quelqu'un qui ne l'a pas. Le garde explique que cela active la magie d'attaque à l'intérieur de la voûte et suivra également son temps à l'intérieur. S'il dépasse le temps autorisé, il sera tué. Finalement, il lui dit qu'il est autorisé à entrer dans le coffre-fort seulement jusqu'à l'aube. Choqué d'entendre cela, il réalise qu'ils n'ont que quelques heures. Alors il se précipite vers le coffre-fort pour s'arrêter, lorsque le garde l'informe qu'il se dirige vers la zone intermédiaire. Agacé que son plan n'ait pas du tout fonctionné, il se souvient que son père ne lui a accordé l'accès qu'à la zone de base, où il peut prendre un seul objet. Frustré, il se plaint que son père l'a trompé en ne mentionnant pas les restrictions de niveau lors de son test. Il est toujours agacé par son père rusé et décide d'éviter de demander son aide à l'avenir. Une fois à l'intérieur du coffre, ils sont surpris par sa taille immense. Il règle une alarme pour toute la nuit et se tourne vers Damian pour obtenir de l'aide. Damian demande comment ils peuvent localiser ce dont ils ont besoin. Il répond qu'il cherche quelque chose avec des propriétés de glace. Une fois que Damian trouve quelque chose de lié, il doit noter l'emplacement pour qu'il puisse le vérifier plus tard. Ils se séparent ensuite pour chercher des deux côtés. Cependant, notre guet ne parvient pas à trouver quelque chose d'utile et espère que Damian trouvera quelque chose. Quand son garde du corps se tient devant lui, il demande la liste. Puis Damian lui remet la liste qu'il réalise qu'il ne peut pas lire. Alors Damian le conduit à l'emplacement du bouclier qu'il a trouvé. C'est la seule chose dans le coffre avec des propriétés de glace. Il regarde la description du bouclier qui est un objet basique. Lorsqu'il est infusé de mana, il peut manifester un bouclier de glace. Cela ressemble plus à un buzzer pour commander du café, mais ses yeux restent fixés sur la description qui détaille comment il manifeste un bouclier de glace lorsqu'il est infusé de mana. Avec cela, il commence à y infuser son mana pour le tester. Il commence à vibrer avec son mana et il fait attention à ne pas en infuser trop, sachant qu'il y a une limite pour manifester le mana afin de déployer le bouclier. Puis il infuse à nouveau son mana, cette fois plus prudemment, comme s'il réglait parfaitement la température de la douche dans sa vie précédente. Il commence à ressentir un frisson et finalement un bouclier de glace se forme devant lui. Il se tourne joyeusement vers son garde du corps et lui dit qu'il aura besoin de son aide plus tard. Maintenant, ils doivent aller à son bonus de points de vie, en d'autres termes, son patient. Le moment suivant, les gardes le voient sortir du coffre avec son garde du corps et remarquent l'épée à la ceinture de Damian. Un garde demande s'ils ont choisi cette épée, mais ils sont interrompus par le prince héritier drapé de nombreux bijoux et d'une cape de velours digne d'un empereur. Wanderer Signs, quand le garde le regarde, il lui annonce avec agacement qu'il est censé être libre de toutes ses fioritures. Plus tard, à l'intérieur du palais annexe, Garden se réveille de son sommeil à cause de bruit et voit que Damian et le prince héritier sont revenus. En les voyant ensemble, il se sent satisfait en croyant que Damian est suffisamment capable de protéger Raquiel et que Raquiel a également trouvé un ami en lui. Avec cette pensée, il prépare du thé et le descend pour eux. Cependant, il renverse le thé dès qu'il voit Raquiel activer son bouclier tandis que Damian l'attaque avec son épée. Il s'exclame que c'est un acte de trahison. Revenons quelques minutes en arrière lorsque le prince héritier a dit à Damian qu'il avait besoin de son aide pour quelque chose. Damian, qui était vraiment impressionné par la passion du prince héritier à traiter les gens, était prêt à obéir à n'importe lequel de ses ordres. Mais dès que le prince héritier lui a demandé de frapper Raquiel avec son épée jusqu'à ce que le bouclier de glace se brise, son expression passe à l'agacement. C'était le même argument que Garden avait vu depuis sa chambre, mais qu'il n'avait pas entièrement écouté. Damian proteste en demandant si le prince héritier veut vraiment le qualifier de traître, mais le prince héritier explique qu'il a besoin qu'il le frappe avec l'épée pour que le bouclier se brise et qu'il puisse utiliser le résidu laissé par le coup dans le médicament pour son patient. À cela, Damian suggère de mettre le bouclier par terre pour qu'il puisse le frapper plus facilement. Le prince héritier explique que c'est impossible parce qu'il doit constamment infuser du mana pour maintenir le bouclier. Damian conclut alors que le prince héritier a besoin de lui pour briser le bouclier sans le blesser. Étant une personne intelligente, Damian exige un bonus pour chaque coup qu'il porte tout en expliquant que ce que le prince héritier lui demande de faire le marquera comme un traître et qu'il ne peut pas le faire sans compensation. Raquiel demande avec condescendance si Damian veut être payé pour le frapper. Damian répond poliment qu'il respecte vraiment le prince héritier pour tout ce qu'il fait pour tout le monde, mais que c'est une autre affaire et qu'il veut être payé. Notre gars comprend vraiment sa demande car il sait que Damian a fait face à de nombreuses crises financières qui ont conduit à sa misère, donc il est compréhensible qu'il demande quelque chose en retour. Raquiel serre alors Damian dans ses bras en disant joyeusement qu'il est exactement comme il l'avait lu à son sujet, ce qui rend l'expression de Damian amère. Avec cela, il ouvre le bouclier et lui dit que Damian recevra un salaire d'une journée à chaque coup. Damian exprime son espoir d'être payé à temps tout en le frappant avec son épée. D'un autre côté, en assistant à cette scène devant lui, notre pauvre Garden a perdu connaissance. Après le premier coup, Damian lui dit qu'il va augmenter la force de son attaque car sa puissance actuelle pourrait ne pas suffire à briser le bouclier. Damian arrête son coup pour voir le prince héritier qui semble être en grande douleur. Damian lui rappelle qu'il n'a pas encore attaqué mais que le bouclier n'est pas brisé par son coup. Damian demande s'il doit augmenter sa force. Cependant, notre garçon l'accuse d'augmenter son montant de bonus en frappant avec un coup faible. Cela enflamme son garde du corps et cette fois, il brise enfin le bouclier. Dès qu'il voit cela, notre héros commence à danser comme un fou à la perspective de plus de vie bonus. Lorsqu'il se tourne pour entrer dans le palais, il trouve la forme évanouie de Garden et se demande pourquoi il dort là.
Après un moment, on le voit préparer une soupe tonique typique de racines de kudzu, dans laquelle il a également ajouté des fragments du bouclier de glace. Puis il décide d'en stocker dans ses emplacements de mana. Son système l'informe qu'il a acquis une nouvelle compétence appelée concoction tonique. Avec cette compétence, non seulement le tonique qu'il prépare sera 10% plus efficace, mais il pourra aussi analyser son efficacité, sa toxicité et d'autres effets secondaires. Lorsqu'il place le tonique, son système lui demande s'il veut utiliser sa compétence pour l'analyser, ce qu'il accepte de faire. Le système lit alors la description tout en l'informant que le tonique peut restaurer l'eau, l'énergie et réduire la fièvre avec d'autres instructions de prudence sur son utilisation. Il est très heureux de lire cela car cela signifie qu'il n'a plus besoin de tester le médicament sur lui-même. En analysant qu'il peut récupérer l'énergie de l'eau, il est sûr que cela aidera à la récupération de Madame Dinrior. Avec cette détermination, il apporte la soupe dans sa chambre. Il demande à son fils comment elle va, qui répond avec déception qu'elle ne s'est pas du tout rétablie. Voyant son énergie encore plus épuisée, il espère que cette soupe fonctionnera. Il l'a persuadée de prendre le tonique, bien qu'elle se soit plainte qu'il était un peu amer. Il expliqua que l'amertume accompagne souvent les médicaments efficaces. Il s'occupa ensuite d'elle pendant les 10 jours suivants. Tout le monde fut étonné de le voir nourrir la patiente et s'occuper d'elle lui-même. Cela lui valut beaucoup de respect de la part de ses subordonnés. Pendant ce temps, il lutta contre sa propre fatigue, voulant survivre juste un peu plus longtemps pour gagner cette vie supplémentaire puisqu'il était presque arrivé. Avec cela, son système le félicita, l'informant qu'il avait enfin guéri la fièvre typhus épidémique de son patient. Grâce à son grand effort et au respect qu'il avait gagné de ses subordonnés, ses compétences en traitement médical ont augmenté de niveau, augmentant maintenant son efficacité de 1,5 fois. Avec la guérison de son patient, il a également gagné une espérance de vie de 146 jours et 8 jours de vie bonus. En réalisant qu'il pouvait gagner des récompenses de cette manière, notre garçon envisage malicieusement de créer une fausse image de lui-même, une image qui lui vaudrait des éloges et du respect de ceux qui l'entourent. Cela, à son tour, lui apporterait encore plus de vie bonus. La scène se déplace vers la calèche traversant les bois avec notre héros à l'intérieur. Il pense à engager des infirmières professionnelles car il a géré les choses jusqu'à présent, mais il ne peut pas continuer beaucoup plus longtemps sans leur aide. Après un moment, Madame Dinrior et son fils descendent de la calèche. Madame le remercie pour le trajet car il l'a aussi guéri. Elle exprime son incertitude quant à la façon de le rembourser. Il sourit en pensant à la vie bonus qu'il a gagnée et répond poliment que la voir en bonne santé est plus qu'une récompense suffisante pour lui. Cette déclaration la rend assez émotive, touchée par sa gentillesse. Ils se disent au revoir et sont sur le point de partir. Il semble cependant que notre homme ait un autre plan, car il arrête son fils et l'invite à monter dans la calèche, disant qu'il doit lui parler. Le fils de Madame Dinrior est un peu incertain quant à savoir s'ils peuvent parler ainsi alors qu'il est assis dos au prince héritier, mais le prince n'y prête pas attention. Le fils attendait qu'il décrive son but, mais Raquiel ne dit rien pendant un moment. Soudain, notre gars commence à se plaindre de la douleur dans son corps et du sommeil qu'il a sacrifié en s'occupant de sa mère. En entendant tout cela, Dinrior veut le dédommager pour avoir soigné sa mère. Notre héros rusé, cependant, lui dit qu'il ne peut rien accepter d'un patient car cela ruinerait sa réputation. Mais le fils insiste en disant qu'il veut vraiment faire quelque chose en retour. En entendant cela, notre héros est plus qu'heureux d'accepter son aide car le fils n'est techniquement pas son patient. Donc il peut accepter de l'aide de sa part. Il lui demande alors de l'assister avec quelque chose, révélant que Dinrior est un artiste. Quelques jours plus tard, sur la place Frontera, un propriétaire dit à un garçon qu'il devrait se faire embaucher par le prince héritier qui cherche du personnel. Cependant, le garçon n'est pas du tout convaincu et nargue le propriétaire en soulignant qu'il n'est pas en retard sur le loyer malgré son statut de chômeur. Le propriétaire réplique rapidement en disant qu'il a en fait 2 mois de retard sur le loyer. Le garçon se précipite pour obtenir de l'argent pour le propriétaire en entendant cela. Pendant ce temps, une fille mystérieuse avec une capuche écoute l'échange, réfléchissant à quelque chose. La scène se déplace à l'intérieur d'une galerie d'art où de nombreuses personnes se sont rassemblées autour d'un tableau en particulier. Notre garçon, accompagné de Dinrior, est également présent. Raquiel le félicite pour être devenu un artiste professionnel. Cependant, Dinrior ne semble pas heureux. Quand on voit les peintures qu'il a créées, il est clair pourquoi ce pauvre artiste n'est pas ravi d'exposer son art. Plusieurs des tableaux représentent le prince héritier. Le premier le montrant dans une pose folle aux côtés d'un capitaine avec les mots « Je te veux ». D'autres peintures montrent des poses cool, y compris une de lui avec ses compagnons. L'un de ces tableaux très détaillés le dépeint comme une fille en pleurs, que Damien veut retirer. Dinrior est un peu incertain quant à savoir si ces peintures l'aideront dans sa recherche d'une infirmière. Cependant, le prince héritier le rassure en disant que son travail aura certainement un impact. Il montre à Dinrior sa propre peinture dans laquelle Raquiel est représentée, entourée de nombreuses infirmières à l'air fort, avec un capitaine dans le coin étiqueté avec les mots « Montre-moi Gano ». La peinture inclut également une description encourageant les gens à devenir infirmiers avec la promesse d'un salaire généreux offert par le prince héritier.
En voyant cela, beaucoup de gens acceptent de s'inscrire et veulent devenir infirmiers. La scène se déplace vers un stand où Gardy enregistre des personnes pour le test de sélection des infirmières. Les gens sont impatients de postuler, ayant entendu dire que le salaire est si bon qu'ils pourraient payer 2 ans de loyer avec seulement 1 mois de salaire. Pendant ce temps, la même fille mystérieuse fait la queue devant le stand en regardant les exigences pour postuler. Mais quand elle lit que les candidats doivent être résidents de l'Empire, sa posture montre sa détermination. Pendant ce temps, notre garçon est ravi de voir autant de personnes postuler pour le poste d'infirmière. Quand Damien lui demande pourquoi il est si heureux, il répond qu'il est excité, parce que plus il a d'infirmières, plus il aura de patients à soigner, ce qui augmentera son espérance de vie. D'un autre côté, Damien est purement impressionné par la gentillesse de notre garçon, surtout qu'il offre aussi un si bon salaire. Après 6 jours, un événement appelé Show Me Genho est organisé où le prince héritier testera les gens pour voir s'ils sont aptes à devenir infirmiers. La mystérieuse fille fait également son apparition, assez heureuse d'être arrivée à temps. L'hôte annonce qu'ils ont rassemblé tout le monde pour révéler la première tâche du test de sélection des infirmières. Cependant, il révèle ensuite que cette tâche sera en fait annoncée la semaine prochaine. Après une semaine, l'hôte annonce la première tâche pour le test de sélection des infirmières et les exhorte à se précipiter vers la zone d'entretien. À cette fin, ils sont divisés en 5 groupes parmi les 50 personnes qui vont courir vers le bâtiment principal du palais annexe. Mais la surprise est que seuls 10 candidats de chaque groupe qui atteignent le palais annexe en premier seront sélectionnés pour la prochaine tâche. Les autres seront disqualifiés, ce qui choque tout le monde, et ils se précipitent vers leur destination pour arriver plus tôt. Dès que 10 candidats entrent dans la zone désignée, le garde disqualifie les autres. Ensuite, ils commencent immédiatement la tâche suivante, qui teste leur capacité à trouver un ingrédient mal stocké parmi de nombreux ingrédients présentés. Pendant ce temps, un des candidats tombe. Tout le monde les regarde et se demande un moment s'ils doivent l'aider ou non, mais aucun d'eux ne bouge de leur table pour aider le candidat. Notre garçon observe tout avec une expression sérieuse. Garden annonce alors la fin du test et informe tout le monde qu'ils seront informés du résultat dans quelques jours. Ils partent tous en s'inquiétant de leurs résultats, mais personne n'est revenu aider le candidat malade. Il semble que ce soit une mise en scène par notre héros qui veut tester l'esprit d'entraide des candidats. Dès que les candidats partent, il se précipite vers la personne malade, qui n'est autre que Damian, qui se demande s'il a bien joué son rôle ou non. Notre garçon l'informe qu'il en a trop fait et qu'il doit jouer de manière plus naturelle. Il dit cela en simulant dramatiquement une scène de malaise devant Damian. Puis il demande des nouvelles des candidats, ce à quoi Damian répond qu'ils ont tous échoué. Notre héros ajoute que le caractère est plus important pour une infirmière que les compétences, qui peuvent être acquises plus tard. Ensuite, il passe au groupe suivant, qui échoue également. Non seulement cela, mais tous les groupes échouent, ce qui laisse notre garçon stupéfait de voir que personne ne se soucie suffisamment de leur candidat tombé. Alors il décide de faire une promenade pour s'éclaircir les idées. Pendant ce temps, il pense aussi qu'il n'y a plus de candidats et qu'il doit urgemment trouver une infirmière. Lorsqu'il atteint la porte, il trouve son garde en train de se disputer avec une fille, qui dit à la fille qu'elle n'est pas autorisée à participer parce qu'elle n'est pas humaine. La fille rétorque en insistant sur le fait qu'elle est humaine. Assister à la scène devant lui le frustre. Non seulement il manque déjà de candidats, mais maintenant le garde refuse de la laisser entrer. À cela, Damian rétorque que la fille est un loup-garou. Il fait remarquer qu'elle n'a pas de queue, mais Damian répond qu'elle pourrait la cacher sous ses vêtements amples. Damian soupçonne que Raquiel pourrait être mal à l'aise avec l'idée d'un loup-garou comme infirmière. Cependant, notre héros avide, qui est impatient de trouver une infirmière, voit un loup-garou comme la candidate idéale pour une infirmière en raison de ses capacités. Pendant ce temps, la fille essaie de se défendre en tant que citoyenne de la nation, mais le garde insiste sur le fait qu'elle n'est qu'une bête. Leur dispute est interrompue par le prince héritier, qui réprimande ses gardes et leur dit d'arrêter. La fille, en tant que citoyenne de la capitale, a tout à fait le droit de postuler pour le poste. Il ordonne alors aux gardes de s'excuser auprès d'elle, la laissant complètement déconcertée. Il s'excuse également auprès de la fille au nom de son garde et elle se présente comme Agnès. Il lui dit qu'elle va être testée maintenant, ce qui la surprend. Remarquant son expression déconcertée, il explique qu'en tant que loup-garou, elle a une grande endurance, mais il veut le voir de ses propres yeux. Ensuite, il la place dans une compétition de course avec son garde. Pour cela, ils feront la course jusqu'à la fontaine et reviendront, le gagnant étant celui qui revient en premier. Agnès est excitée d'entendre cela. Elle se tourne vers le garde, prête à l'affronter. Agnès et le garde sont tous deux prêts à se battre dans la course. Tous deux se précipitent vers la destination alors qu'Agnès prend la tête. En quelques minutes, elle touche le poteau de la fontaine et revient en courant. En dépassant le garde, elle analyse sa lenteur et conclut qu'elle sera la gagnante. Le garde, déjà nerveux, se tord la cheville et tombe. Elle remarque sa chute et se demande s'il s'est déboîté l'épaule, mais elle essaie de continuer car elle veut être la gagnante. Cependant, elle ne peut pas et retourne vers le garde, remettant son épaule en place, ce qui provoque un cri de sa part. Pendant qu'elle fait cela, notre garçon la félicite car elle est embauchée, puis il lui donne le collier fabriqué par Georg. Ensuite, il s'assoit à l'intérieur et le prince héritier lui montre le contrat d'embauche.
Quand elle remarque que cela semble compliqué, il essaie de l'inciter à le lire à son propre rythme. Il est très intéressé à l'embaucher non seulement à cause de son physique, mais aussi à cause de sa personnalité, car elle est parfaite pour le poste. De plus, il l'a vu remettre l'épaule du garde comme si elle voulait que ce soit le plus douloureux possible, ce qui rendra le patient mécontent à l'avenir. Cependant, il veut encore plus de personnes avec les mêmes qualités. Après avoir lu le contrat, elle l'informe avec une expression sérieuse qu'elle veut ajouter une clause de son côté. Elle commence à dire qu'elle est la chef de sa tribu, ce qui fait saliver notre héros avide à l'idée d'avoir 50 personnes de plus comme elle à sa disposition. Lorsqu'elle exige qu'il passe également un test de soins infirmiers, il accepte avec joie. Puis elle aborde son autre problème, un problème auquel elle et les siens sont confrontés depuis des années. Il demande si c'est une question de rationnement. Elle répond négativement. Elle explique qu'ils ont des difficultés à cause de leur queue, qui bouge toute seule. Notre gars est curieux de savoir si c'est une mauvaise chose. Elle explique tristement que leur queue reflète leurs émotions, ce qui peut amener les gens à comprendre leurs sentiments et à les manipuler. Il est convaincu que c'est la raison pour laquelle elle porte des vêtements si amples. Il suggère qu'elle attache sa queue à ses jambes. Elle répond qu'elle refuse de coopérer de cette manière, presque comme si elle avait sa propre volonté. Elle explique que la queue se comporte comme un organe qui suit ses propres règles. Il demande alors s'ils ne peuvent pas les couper. Elle répond que cela rendrait la marche difficile et, de plus, cela repousserait en un mois. Au début, il essaie de laisser tomber le sujet, mais il se rend vite compte avec effroi qu'elle veut qu'il résolve ce problème s'il veut l'embaucher, elle et les membres de sa tribu. Après cette réalisation, il a envie de s'arracher les cheveux de frustration, car il n'a aucune idée de comment résoudre ce problème. Il propose à Agnès d'être la gardienne de leur société. Lorsqu'elle demande une explication, il explique qu'il peut leur fournir de la sécurité grâce à sa position. Mais elle rejette cette idée car cela pourrait aggraver leur situation si quelque chose lui arrivait ou s'il revenait sur sa promesse. De cette façon, c'est juste une solution temporaire. Il demande si elle veut quelque chose pour résoudre le problème de base avec leur queue. Elle affirme tout en demandant s'il va les aider. Il répond franchement qu'il n'a pas vraiment le choix, mais qu'il n'a pas encore d'idée. Alors il va commencer à en chercher une. En entendant cela, elle suppose qu'il doit être une personne honnête, puisqu'il ne fait pas de fausses promesses. Puis elle essaie de s'excuser, mais il lui propose de rester à son palais. Dès qu'elle part, il crie à nouveau de frustration, ne voulant pas perdre un talent comme celui des loups-garous. Plus tard, il est trouvé dans la bibliothèque, l'air épuisé, mais il n'a toujours rien trouvé. Il est interrompu par un cri fort de Garden, qui lui fait une peur bleue. Il se plaint à Garden, qui le surprend toujours comme ça. Lorsqu'on lui demande, Garden lui dit de ne pas stresser davantage car il pourrait tomber malade à cause de cela. Il rétorque qu'il tombe malade parce que Garden le surprend toujours, lui causant presque une crise cardiaque. À cela, il refuse d'abord la revendication de notre gars, mais change ensuite de tactique en lui disant qu'il aura bientôt des rides s'il continue à froncer les sourcils. Notre garçon sourit doucement à son doc.